Vos micros sont coupés là. C'est bon, on enregistre. Ah, c'est mieux. Allez, on enregistre. Donc bonsoir aux 53 premiers connectés de la soirée. Merci de vous intéresser au sujet de l'année, hein, qui est la vaccination Covid. Avec, j'espère, ce soir un peu de culture sur ces vaccins et puis aussi un peu de culture générale, puisque dans plusieurs années, vous pourrez citer deux grands infectiologues du 21e siècle de plus que ceux que vous avez l'habitude de voir. Et je remercie donc le professeur Elisabeth Botello-Nevers, chef du service infectiologie au CHU de Saint-Étienne et membre de la SPILF, dont j'oublie à chaque fois l'acronyme, mais Société en langue française d'infectiologie, et le docteur Amandine Gagneux-Brunon, maître de conférence, praticien hospitalier au service de maladies infectieuses du CHU de Saint-Étienne. Euh, il va y avoir toute la présentation qui va être faite par Elisabeth et Amandine. Ce que je vous propose, c'est que dans la zone de chat, quand vous avez des questions, vous les écrivez dans la zone de chat. Moi, je vais les noter au fur et à mesure. Et à la fin, on prendra un temps d'échange d'une demi-heure environ. Et je poserai toutes ces questions à Elisabeth et Amandine à la fin de la présentation. Donc, ben, mesdames, je vous laisse démarrer. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, en effet, on va faire un peu le point sur les vaccins Covid-19, à la fois sur l'existant, en essayant d'être le plus pratico-pratique possible, et puis également quelques mots du futur, même si on aura peut-être l'occasion dans quelques mois, pourquoi pas, de refaire le point sur justement le futur qui sera présent à ce moment-là. Alors, déclaration de nos liens d'intérêt. En pratique, bien qu'on travaille avec l'industrie, on essaye au maximum de ne pas avoir de liens d'intérêt personnels. Et donc, habituellement, quand on fait des choses avec l'industrie, ça va sur des lignes budgétaires au CHU. On est toutes les deux investigatrices principales d'essais académiques et d'essais industriels dans le cadre du centre d'investigation clinique du CIC. Et toutes les deux membres également du groupe vaccination prévention de la SPILF. Et je suis membre du comité de pilotage du IREVAC, qui est le réseau national de recherche en vaccinologie et qui a donné naissance à quelque chose dont je vous parlerai à la fin, qui est le Covirevac à l'heure actuelle. Alors, on va rapidement parler de tout ce qui est le développement des vaccins contre la Covid-19 et je vais faire appel à des choses que vous connaissez bien d'un vaccin qui met habituellement entre 10 et 15 ans. Souvent, on va être versus du placebo. Et puis, les phases cliniques vont se succéder les unes après les autres. Et en effet, dans la meilleure des situations, en 15 ans, on a un vaccin qui arrive sur le marché. Dans la situation de pandémie et de crise sanitaire qu'on a connue, ben, vous voyez que les choses sont très accélérées. Et quand on compare la pandémie de SARS-CoV-2 émergente, eh ben, on peut voir qu'une des caractéristiques cliniques, c'est notamment qu'on va avoir très vite envers les essais cliniques qui vont débuter. Et finalement, un des éléments de comparaison, ça a été la pandémie de vaccins de virus grippal H1N1, où là aussi, parce qu'on était sur un virus qu'on connaissait, la grippe, on a très vite pu faire des essais. Mais pour d'autres émergences, l'ancêtre du SARS-CoV-2, le SARS, ou même le de coronavirus émergent, bah, vous voyez qu'on n'a jamais finalement atteint vraiment les phases d'essais cliniques dans un temps aussi court. Et donc, ce qui se passe et ce qui s'est passé dans cette période de pandémie, c'est que toutes les phases de développement clinique, et ça pour tous les vaccins, en tout cas pour tous les vaccins, on va dire, qui verront leur commercialisation dans des pays industrialisés et dans des pays, on va dire, relativement classiques comme l'Europe et les États-Unis, ces phases de développement. Mais ce qui a permis d'accélérer les phases de développement, c'est d'une part parce que au niveau préclinique, dans toutes les phases au laboratoire,
eh ben, on avait déjà une connaissance finalement, notamment grâce aux épidémies précédentes de SARS en 2002-2003 et de MERS depuis quelques années. On avait la connaissance que la protéine S était vraiment l'antigène qu'il fallait cibler pour obtenir une protection face à ce coronavirus. Par ailleurs, avec les techniques actuelles, vous le savez, finalement, avoir un génome d'un agent infectieux et notamment d'un virus, c'est quelque chose qui va être très vite disponible et puis mis à disposition également très vite, hein, puisque dès la mi-janvier, on avait le génome viral du SARS-CoV-2 qui a été mis à disposition. Et puis, il y avait depuis quelques années et depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, certaines technologies développées pour ce qu'on appelle les plateformes ARN, et notamment ARN messager, qui sont des technologies très particulières et qui ont fait que finalement, il y avait déjà ce savoir-faire et des industriels tels que Moderna ont vraiment depuis des années travaillé sur le développement de vaccins ARN, que quand on a très vite un génome viral, et ben, designer, comme on dit, l'ARN messager qui correspond à la protéine d'intérêt, c'est également quelque chose de très rapide. Et en fait, en l'espace de 2 jours, par exemple, l'exposition du génome viral avait pu déjà designer son ARN messager. Et c'est pénible, ces gens qui toussent. Je vais te laisser sortir. Excusez-nous pour l'intermède tussif du docteur Gagneux-Brenon. En pratique, on a pu comme ça très vite finalement développer en quelque sorte le début du vaccin. Et puis les phases cliniques se sont enchaînées très vite, aussi parce que habituellement on a beaucoup de mal. Et là, en fait, les volontaires, on n'a eu aucune difficulté à les trouver. Je vous dirai à la fin un mot de Covirevac, c'est vrai en France, mais ça a été vrai partout. Et au fur et à mesure qu'on avait des premiers résultats d'une phase, et ben la deuxième phase s'enchaînait quand tous les éléments étaient présents en termes de sécurité, par exemple. Et donc, on a pu comme ça très vite inclure des volontaires dans les essais. Par ailleurs, en parallèle, au fur et à mesure que les phases cliniques se chevauchaient, on avait finalement déjà la mise en production. Et puis pour ce qui est des autorisations de mise sur le marché, qui sont pour l'instant, comme vous le savez, conditionnelles, il y a eu ce qu'on appelle un processus de rolling review, où les autorités sanitaires et les agences de médicaments ont eu accès très progressivement, au fur et à mesure que les données étaient disponibles. Elles avaient accès à ces données-là et elles ont pu, comme ça, tout au long du processus de développement vaccinal, accéder aux données et, in fine, donner ou pas, mais en tout cas pour l'instant, pour les essais qui sont sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché. Bien entendu, il y avait la autorisation de mise sur le marché qui a tout de suite démarré et à l'échelle internationale. Et ce qui fait que dans le cadre du SARS-CoV-2, ben, en l'espace de moins d'1 an, on a eu les premiers vaccins qui ont été mis sur le marché. Et c'est le cas du vaccin Pfizer, mais cette histoire-là, vous la connaissez. Alors, quand on regarde aujourd'hui les vaccins qui sont en développement, ça c'est un site, hein, vous pouvez y accéder bien entendu sur l'OMS. Vous voyez qu'on a 250 vaccins qui sont en phase de développement, 73 qui sont en phase de développement clinique, donc qui sont entrés dans des essais cliniques, 21 qui sont en phase 2 ou 3, donc des phases déjà très avancées. Et vous voyez que si les premiers vaccins qui sont sortis sont des vaccins ARN, aujourd'hui, vraiment, les essais, là où il y a le plus de vaccins, c'est sur des, je dirais, technologies un peu plus classiques, telles que les protéines sous-unitaires, mais des vaccins, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en développement. Sur cette diapositive que j'aime bien, bah, finalement, ça vous montre les différents types de vaccins qui sont en développement dans le cadre des vaccins Covid-19. Il y a bien entendu, alors je me tourne sur le côté parce que mon diaporama original est sur le côté, les vaccins ARN messagers qui ont la particularité à la fois d'induire une
fabriquer des anticorps, et on va voir que ça a son importance, mais également d'engendrer une réponse immunitaire dite cellulaire avec des cellules de l'immunité, des lymphocytes cytotoxiques qui vont pouvoir aussi avoir un rôle de mémoire et aller finalement attaquer les cellules qui seraient infectées par ce virus-là. Les vaccins ARN sont des vaccins qui sont très fragiles, qui sont entourés de ces fameuses nanoparticules lipidiques et qui vont finalement se servir de la machinerie, la fameuse protéine d'intérêt, la protéine spike, et comme ça immuniser l'individu. On a aussi, et ça c'est des plateformes nouvelles, mais encore une fois, qui étaient en développement depuis plus de 20 ans. On a aussi des plateformes un peu nouvelles qui sont les plateformes virales, vecteurs viraux, qui vont permettre, là aussi, à partir d'un agent infectieux, et on le verra beaucoup, l'adénovirus, qui sont des virus qui habituellement ne rendent pas l'homme trop malade, on va se servir de ces adénovirus. Et puis, on va pouvoir comme ça les les empêcher de se multiplier, mais ils vont porter dans le génome de ces adénovirus la protéine, le gène de la protéine spike. Et de la même façon, la machinerie cellulaire va reconnaître ce virus, va le digérer en quelque sorte, et va traduire la protéine spike qui va ensuite venir immuniser l'individu. Et enfin, il y a les virus, les vaccins classiques, avec notamment les protéines ou les vaccins, les virus inactivés. Et ça, c'est des choses qui arriveront plus tard ou pas, mais en tout cas qui sont en développement. Et pour ce qui est des virus atténués, on sent quand même que personne n'a trop envie de se faire vacciner avec un SARS-CoV-2, même s'il est un peu atténué. Donc pour l'instant, c'est en développement, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Alors simplement quand même pour vous montrer que cet exemple de développement rapide est aussi le fruit d'une mobilisation d'un grand nombre de volontaires, puisque très clairement, on a aujourd'hui des vaccins essais d'efficacité de phase 3 qui dépassent tout ce qui avait été fait jusqu'à maintenant dans les essais vaccinaux. Et au total, sur les vaccins les plus avancés aujourd'hui, on a plus de 170 000 personnes qui ont été randomisées dans ces essais de phase 3, alors avec une petite particularité pour Shadox, où il n'y a pas que des données de la phase 3. Alors, on va commencer par, bien entendu, évoquer finalement Comirnaty. Alors, d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe puisque c'est Comirnaty et non pas Corminati, le vaccin ARN messager de chez Pfizer. Il y a le stockage puisqu'il doit être conservé entre moins 60 et moins 80 et il peut rester 5 jours entre 2 et 8 degrés. Ce sont des flacons alors qu'initialement étaient prévus pour 5 doses et puis après un peu de battage 6 doses et Pfizer a revu sa copie pour 6 doses, ce qui nous ennuie un peu puisque avant c'était une dose de gagné. Donc après reconstitution, il peut se conserver 2 heures à température ambiante et 6 heures entre 2 et 8 degrés. Et bien entendu, ces 2 doses à 21-28 jours d'intervalle. En France, on utilise l'intervalle, on va dire le plus souvent à 28 jours parce que ça permet de vaccination Moderna et a priori, il n'y a pas de grosse différence. Je vous ai mis ici les excipients puisqu'on le verra. C'est probablement ceux-ci qui sont responsables peut-être d'une petite surreprésentation du risque anaphylactique, en particulier le polyéthylène glycol. Donc, comme vous le savez tous, parce que c'est difficile d'être passé à côté de cette actualité, dans les essais de phase 3, gros succès de ce vaccin avec un vaccin efficace pour prévenir un Covid, on est bien d'accord, symptomatique et plutôt modéré, on va dire, à sévère, puisque vraiment le endpoint de Pfizer dans cet essai de phase 3, de PCR systématique chez les volontaires. Donc, on est vraiment sur une maladie symptomatique, 95% d'efficacité, ce qui est particulièrement bien. La vraie question maintenant, c'est de savoir si cette efficacité observée dans un essai de phase 3, donc dans des conditions idéales, se retrouve ou non dans la vraie vie. Et effectivement, on n'est pas loin dans la vraie vie de ce qui a été observé dans les essais, puisqu'on est à 85% d'efficacité. Là, c'est des cohortes en vie réelle, environ 10 000 soignants. Et avec les 2 doses pour des Covid symptomatiques, on est à 85% d'efficacité. Et aussi très intéressant, puisqu'on est chez les soignants, ils sont souvent dépistés de manière un peu systématique et on a 75% d'efficacité aussi pour avoir une PCR positive.
Donc, très longtemps, on a dit on ne sait pas trop ce que les vaccins font globalement sur le portage. On commence à avoir des données très rassurantes là-dessus aussi pour dire qu'en tout cas, si l'excrétion virale il y a chez les patients vaccinés, elle est probablement très courte et difficilement réduite avec ces vaccins-là. J'attire votre attention pour vous dire que cette efficacité elle est observée dès 15 à 28 jours après la première dose. Donc, il y a déjà un effet protecteur. On voit très clairement dans l'essai, je ne vous les ai pas remis dans les courbes de Kaplan-Meier, un détachement, un décrochement des courbes à partir de J12, à partir de la première dose avec le vaccin de Pfizer. Donc, vraiment des résultats extrêmement intéressants aussi en vraie vie. Ici, c'est les données aussi de survenue. Elles ne sont pas très jolies. Hein. C'est un préprint, mais elle a le mérite d'être soignant. Et effectivement, on voit déjà que chez les gens vaccinés, en Israël, ils ont observé une baisse de 95%, une réduction du risque de 95% d'avoir des cas positifs. Hein, je ne parle pas de cas sévères, je parle de cas positifs, 14 jours après la deuxième dose. Et très clairement, aussi, dès le 14e jour après la première dose, la sévérité des infections, c'est-à-dire que ceux qui sont infectés sont moins souvent hospitalisés que ceux, quand ils sont vaccinés, que ceux qui n'ont pas été vaccinés et qui se sont infectés. Un peu de préprint qui sont globalement chez les patients de plus de 70 ans au Royaume-Uni après une dose. Je vous rappelle que les Anglais ont été dans une situation tellement d'urgence qu'ils ont un peu adapté le schéma vaccinal idéal qui est en 2 doses à 21 jours d'intervalle. Et globalement, ils ont 72% d'efficacité lorsque les gens ont reçu qu'une dose chez les gens de plus de 70 ans. Ce qui était un peu le reproche qu'on pouvait faire aux essais cliniques de Pfizer, il y avait des patients de plus de 70 ans, mais finalement qui représentaient une part, on va dire, limitée. On retrouve la même chose que ce qui est observé, donc déjà beaucoup moins d'infections et en plus une réduction du risque de 40% du risque d'hospitalisation. Donc, c'est des données qui sont toutes récentes puisqu'elles sont sorties avant-hier. Là, la même chose un petit peu que dans la cohorte israélienne, sauf que là, on est sur 23 000 participants, c'est 23 000 soignants au Royaume-Uni. Et pareil, on retrouve à partir de J7 de la deuxième dose une réduction du risque qui est de l'ordre de 90% pour des pays écouvillonnés toutes les 2 semaines. Et donc, c'est vraiment une réduction là de l'infection et du risque aussi de transmission. Aussi, de manière très intéressante, ce qui peut jouer, en tout cas en termes de vaccination sur le risque de transmission, c'est que la vaccination chez les gens qui s'infectent quand même est associée. Ici, c'est les cycles de détection de PCR. Et plus on détecte vite, c'est-à-dire avec le moins de cycles de PCR, plus la charge virale est élevée. Et donc, dans les gens qui s'infectent ont des CT à 25, ce qui veut dire des charges virales très élevées. Et à partir du 10e jour, ces CT sont significativement beaucoup plus élevés. C'est des échelles logarithmiques, donc il y a une vraie différence de la quantité de virus observée. Donc on voit bien que même si on s'infecte vacciné, a priori, on va avoir une charge virale qui va être plus faible, expliquant à la fois peut-être une moindre sévérité de la maladie, et pas seulement, ce n'est pas le seul facteur, mais aussi un risque de transmission aux autres beaucoup moins important. Pareil, on est sur des données qui n'ont pas encore été pires. Intéressantes. Concernant aujourd'hui la crainte sur les vaccins ARN, c'est l'arrivée des nouveaux variants. Finalement, vont-ils vraiment changer la donne? Il n'y a pas d'impact sur l'effet de neutralisation des anticorps du variant anglais avec le vaccin Pfizer. Il y a un léger impact du variant sud-africain avec une baisse effectivement des activités de neutralisation, mais qui reste au-delà on va dire des valeurs, une activité neutralisante suffisante. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'argument pour le variant anglais ou le variant sud-africain d'une inefficacité du vaccin Pfizer. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces données du vaccin Pfizer, et on le verra d'ailleurs pour Moderna aussi, sur les variants sont des données in vitro au laboratoire, donc avec du sang de personnes vaccinées, donc leurs anticorps, face à des virus, voire parfois des virus mutés. Donc, on est loin quand même d'être dans une vraie vie. Ces données sont très intéressantes et très rassurantes. Mais si je vous dis ça, c'est qu'on verra tout à l'heure pour AstraZeneca, les conditions
dans lesquels l'efficacité face aux variants a été évaluée est bien différente. Concernant la tolérance du vaccin Pfizer, donc effectivement, simplement pour dire que la plupart des effets surviennent dans les 24 heures qui suivent la vaccination. C'est le cas en particulier pour l'anaphylaxie qui survient dans une grande majorité des cas, dans plus de 80% des cas, dans les 30 minutes qui suivent. Justifiant est de 15 minutes, donc justifiant d'une surveillance de 15 minutes post-vaccinale et 30 minutes chez les gens qui ont un antécédent d'allergie. Par contre, quelques petits warnings. Alors, il y a eu toute la polémique sur les décès survenus post-vaccination Pfizer. Les premiers, ce sont les Norvégiens à avoir évoqué cette difficulté. Et globalement, c'est surtout parce qu'on a vacciné des gens qui allaient très probablement décéder dans les semaines à venir. En tout cas, en Norvège, les décès, c'était essentiellement des patients en EHPAD palliative et des degrés d'autonomie très limités. Mais la question que se sont justement posées les Norvégiens, c'est que finalement, quelque part, est-ce qu'une réactogénicité un peu plus importante chez des patients extrêmement fragiles ne peut pas quand même avoir contribué à ces quelques décès? Et finalement, fallait-il vacciner ces résidents d'EHPAD qui étaient extrêmement, extrêmement fragiles, même sur l'intérêt de les vacciner à moyen terme? Un petit warning quand même, 2 warnings sur Pfizer qui ont été retenus par les CRPV. Les troubles du rythme, alors, chez les gens qui avaient des antécédents, et aussi un warning sur la poussée hypertensive, sachant que la Société française d'hypertension artérielle a très clairement statué sur le fait qu'il fallait continuer à vacciner les gens, qu'il n'y avait pas besoin de surveillance tensionnelle autour de la vaccination contre le Pfizer, et que c'était globalement, oui, il y avait peut-être un petit truc, mais qu'il n'y avait pas lieu de s'en inquiéter particulièrement. Les données aussi américaines montrent globalement qu'on a une réactogénicité qui est assez importante, quand même, la fatigue et surtout que cette réactogénicité est probablement supérieure après la deuxième dose par rapport à ce qui a été observé après la première dose. Je crois que ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Pfizer en tant que soignants l'ont vécu pour la plupart, effectivement, on va dire de symptômes plus importants après cette deuxième dose. Donc, concernant le vaccin Moderna, qui est également un des vaccins ARN, donc là, c'est sur les modalités, un flacon en 10 doses, une conservation peut-être un tout petit peu plus simple, puisqu'on conservation pendant 30 jours entre 2 et 8 degrés, et si ouverture 6 heures à température ambiante. Donc, c'est là que ça devient compliqué parce qu'il faut trouver les 10 patients à vacciner dans les 6 heures. Et finalement, le Moderna, en tout cas pour ce qui est de la région, c'est pas ce qu'on a en centre de vaccination. On en a eu des quantités plus limitées, donc c'est quelque chose qu'on a pour la vaccination des patients qui sont dans des filières de soins spécifiques, immunodéprimés ou autres. Pareil, on retrouve ici dans les excipients du PEG, qui sont en fait le moyen de protéger les ARN messagers qui est extrêmement fragile. Globalement, on va dire que les vaccins ARN se valent, avec dans l'essai de phase 3 publié dans le New England au mois de décembre, 94% d'efficacité avec le vaccin Moderna. Il n'y a globalement rien à redire, on est sur les mêmes standards d'efficacité. Et pareil, probablement un décrochage dès le J10, J12 post-vaccination de la première dose. Des particularités, c'est que plus de sujets âgés ont été inclus. Exactement. Qui peut nous être posée, c'est la question de la durée de l'immunité. En tout cas, pour ce qui est du vaccin Moderna, on a quasiment 6 mois de suivi avec une bonne immunogénicité, quel que soit le groupe d'âge. Et ça, c'est un élément très important et surtout une réponse immunitaire qui semble persister, quel que soit le groupe d'âge. Néanmoins, des données doivent encore être, on va dire, consolidées, puisque forcément, on ne peut pas avoir 2 ans de suivi après vaccination Moderna, puisqu'on a commencé à vacciner les gens au mois d'avril dernier. Dans les essais. Dans les essais, bien entendu. Alors, à la fois, il y a du vaccin Pfizer-BioNTech et du vaccin Moderna. C'est également un préprint sur l'efficacité en vraie vie des vaccins ARN aux États-Unis. Et donc, c'est une étude de cas témoins avec des patients vaccinés et des gens non vaccinés. Et globalement, on retrouve ce qu'ils appellent vaccination efficacy, mais on est presque sur ce qu'on appelle plutôt de l'efficience, puisqu'on est en vraie vie. Donc, on a des populations plus hétérogènes de patients qui retrouvent à peu près les choses à 88,7% d'efficacité, quand même, pour un vaccin.
Donc, globalement aussi, au-delà du fait du nombre d'infections, il y a aussi le risque d'hospitalisation pour sévérité. Et on voit bien qu'il y a parmi les patients qui vont développer un Covid, il n'y en a que 3,7% qui sont hospitalisés dans le bras vacciné et quasiment 10% dans le bras non vacciné. Donc, on retrouve un petit peu ce qui était observé dans les données israéliennes avec le vaccin Pfizer. Infectée malgré ma vaccination, et ben, je suis globalement moins facilement hospitalisée que si je n'avais pas été vaccinée. Oui, on a perdu une diapo. Je pense que c'était la courbe de Kaplan-Meier, mais je suis un peu étonnée, elle ne ressemblait pas à celle-ci. On va retrouver. Alors, globalement, en France, que se passe-t-il? Effectivement, en France, on a commencé début janvier à vacciner, je crois que c'est en date du 8. 6 à vacciner les sujets les plus âgés avec les vaccins ARN messagers. Et finalement, la situation épidémique n'est pas bonne actuellement, avec effectivement ce plateau plus ou moins plateau montant. Et finalement, il y a deux catégories d'âge où on observe une baisse du nombre de cas positifs quotidiens qui est assez franche, qui est finalement la catégorie 80-89 ans et supérieure à 90 ans. Et même pour la région Rhône-Alpes, j'ai encore regardé aujourd'hui, effectivement, le taux d'incidence continue de baisser dans les autres groupes. Chose intéressante, alors on va dire que coïncidence ne veut pas forcément dire causalité, mais ça, c'est des graphiques qui ont été établis par un journaliste du Parisien à partir des données de CIVAC, mais également des données de Santé publique France sur les décès en EHPAD. Et globalement, on avait un plateau d'un nombre de décès quotidiens en EHPAD qui dépassait 100 depuis plusieurs semaines. Et là, il a fortement diminué puisqu'on est à 50 décès quotidiens. Alors, les mauvaises langues pourront dire que tout. Néanmoins, on a l'impression que parallèlement à l'augmentation du nombre de la couverture vaccinale des résidents en EHPAD, il y a probablement une chute du nombre de décès. Alors, concernant les variants, des données aussi avec le vaccin, enfin globalement les vaccins ARN et le vaccin Moderna, on a pour les variants effectivement une baisse de l'activité de neutralisation, mais qui reste dans les valeurs. Mais on est effectivement parfois sur des choses observées in vitro avec des constructions de pseudovirus, donc ça reste à corroborer à des données d'efficacité en vie réelle. Moderna, les CRPV au 19 février 2021 ne retiennent pas de signal de pharmacovigilance. Il faut quand même retenir qu'on a vacciné beaucoup moins de gens avec du Moderna qu'avec du Pfizer. Donc, très clairement, voilà, mais il n'y a pas de warning sur la vaccination Moderna, mais ça ne veut pas dire pour autant on a juste vacciné beaucoup moins de gens, et surtout des gens plutôt fragiles dont la réactogénicité attendue est quand même plus faible. Concernant les allergies, vous savez, c'était le gros warning parce que ça n'avait pas vraiment été observé dans les essais cliniques. Et donc, dès l'implémentation rapide de la vaccination, en particulier aux États-Unis, très rapidement, des premiers jours, je crois, de la campagne vaccinale aux États-Unis et en Angleterre, il y a eu des cas d'anaphylaxie. Au départ, on était parti sur une incidence aux alentours de 10 et que les Américains revoient tous les rapports d'anaphylaxie. Globalement, on est plutôt de l'ordre de 4,7 à 2,5 à 4,7 millions par million de doses. C'est beaucoup moins, c'est 10 fois moins que les allergies, par exemple, aux anesthésiques pour une anesthésie générale. Et globalement, on retrouve chez 77 et 84% des gens un antécédent d'allergie ou d'anaphylaxie, et souvent d'allergie relativement sévère. Et le délai de survenue, donc dans une grande majorité des cas, dans les 30 premières recommandations, chez les gens qui ont une allergie sévère ou un antécédent d'anaphylaxie, si ce n'est pas un composant du vaccin identifié, c'est d'étendre le délai de surveillance. En pratique, ces taux de l'ordre de, on va dire, un peu moins de 5 cas d'anaphylaxie par million de doses sont en effet pour l'instant un peu plus élevés que ce qu'on a face à de la vaccination classique, vaccination DTP, où on est souvent de l'ordre de, ou vaccination antigrippale de l'ordre de
un cas par million de doses, mais là aussi, parce qu'on n'avait pas encore vacciné 500 000 personnes. Donc, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de vaccinés, bah forcément, le nombre de cas d'anaphylaxie par million diminue. Donc ça, c'est les conseils un petit peu qu'on va utiliser pour, on va dire, choisir si on vaccine ou non quelqu'un qui a un antécédent d'allergie. Donc, quand ils arrivent en centre de vaccination, ils ont un questionnaire auquel ils répondent. Et globalement, vous voyez bien que c'est les antécédents d'allergie, hein, les composants du vaccin qui contre-indiquent. Et polysorbate. Alors, le polyéthylène glycol, vous le savez mieux que nous, mais en fait, il est dans des tas de produits. Nous, on a un peu découvert ça à l'occasion de la vaccination SARS-CoV-2. Et nous, on a la chance, et dans la plupart des centres, les allergologues se sont vraiment bien bougés pour établir des recommandations et surtout pour voir très rapidement les gens, pour pouvoir évaluer le rapport bénéfice-risque de la vaccination dans des situations. Donc, c'est pour ça que vous avez la catégorie sursoir et qui nous permet de faire valider on va dire, une stratégie avec les allergies. Un antécédent d'anaphylaxie, voilà, on les vaccine, mais on les surveille, comme disait Amandine, plus longtemps. Alors, on va passer maintenant aux vecteurs viraux et je vais vous parler notamment du vaccin AstraZeneca dit Shadox. Alors, pourquoi Shadox? Parce que c'est un vecteur viral qui a un adénovirus non humain, un adénovirus de chimpanzé, d'où le chat, ou du moins le che, et Ox, puisque vous savez qu'AstraZeneca avec l'université d'Oxford pour développer ce vaccin. Donc, on est sur un vecteur viral non réplicatif, donc quelque part un vecteur vivant, mais qui ne se multiplie pas et pour lequel donc on n'est pas inquiet sur le fait que la personne vaccinée développe un adénovirus, hein, puisque même si c'est un adénovirus de chimpanzé, on pourrait avoir éventuellement des petits signes d'un adénovirus, des signes ORL. Donc là, ce n'est pas le cas. Cette fameuse protéine spike. Donc en pratique, il contient également du polysorbate, donc il faudra quand même être vigilant sur les anaphylaxies et on va y revenir. On est sur des flacons qui contiennent en effet un peu plus de 10 doses puisque chaque dose fait 0,5 ml et il y a la nécessité de le conserver cette fois-ci non pas en congelé, hein, c'est ce qui permet justement la mise en place de cette vaccination en ville, mais 8 degrés. Et puis, une fois entamé, il va falloir utiliser, par contre, bien entendu, le flacon rapidement pour ne pas qu'il y ait un risque notamment de contamination bactérienne. Alors, quand on s'intéresse à l'efficacité de ce vaccin Shadox, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que AstraZeneca et l'Oxford University ont fait le pari de faire d'efficacité notamment et de sécurité à partir de plusieurs phases différentes et plusieurs essais différents faits à différents endroits. Et pour mélanger un peu le tout, le comparateur face à Shadox n'était pas toujours du placebo et était parfois un autre vaccin qui était un vaccin méningocoque ACYW135. Et donc, vous voyez que les premières données qui ont été publiées au mois de décembre dans le Lancet ont été un petit peu un mélange de données d'efficacité de phase 2-3 ou de phase 3. Ce qui complique un petit peu les choses, c'est qu'en effet, comme je vous disais, parfois on était face à du placebo, parfois on était face à un vaccin méningocoque. Bon, c'était toujours un comparateur. Et puis, il y a eu quelque chose qui a assez vite été décrié je dirais, dans la presse, c'est qu'au Royaume-Uni, notamment dans une des phases parmi les professionnels de santé, il y a eu à un moment donné vraisemblablement ils ont vacciné les personnes pour la première dose avec des demi-doses de vaccin et ensuite avec des doses standards. Alors que tous les autres essais utilisaient 2 doses et des doses standards. Et on va voir que ça a un impact parce que ça a un petit peu jeté le trouble.
Le critère de jugement de ces essais-là était toujours la prévention des Covid symptomatiques. Et contrairement au vaccin ARN, ils ont eu l'intelligence, par contre, assez vite de s'intéresser, notamment dans de santé, au portage finalement, à la présence d'une infection virale, c'est-à-dire de virus au niveau nasopharyngé. Et donc, à chaque visite, les volontaires avaient un dépistage qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de signes cliniques. Donc, le critère de jugement principal, c'était les Covid symptomatiques et on excluait des volontaires qui auraient été séropositifs pour le Covid, pour le SARS-CoV-2. Et par contre, on les incluait dans l'analyse de sécurité. À la fin, on se posait la question de savoir si ça pouvait être dangereux de vacciner des gens qui avaient déjà fait la Covid. AstraZeneca, un de leurs soucis, mais on va voir que heureusement la vraie vie va venir les aider, c'est qu'ils ont inclus très peu de sujets âgés et ça explique donc certaines indications vaccinales aujourd'hui. Alors les courbes, elles sont jolies, hein. Vous voyez en bleu, on va dire le comparateur, quel qu'il soit, en rouge le vaccin Chadox, et vous voyez bien que ces courbes, elles se séparent, donc il y a une différence d'efficacité qui, dans ses premières publications, était de 70% quand on prenait l'ensemble des études, de 90%, et ça a beaucoup troublé, ça nous a beaucoup embêté, quand on prenait le schéma à demi-dose puis dose pleine, ou 62% quand on prenait le schéma aux 2 doses pleines. Donc, c'est vrai que beaucoup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas partis ensuite que sur un schéma demi-dose et dose pleine? Ça n'a pas été leur choix, donc le schéma d'administration actuellement, c'est 2 doses pleines, on va donner en termes d'efficacité sur l'infection asymptomatique et donc un impact éventuellement sur la transmission, il n'y avait pas d'efficacité démontrée. On a tout récemment eu des données, cette fois-ci de phase 3, essentiellement, menées au Royaume-Uni et au Brésil, mais toujours, ils poolent toujours avec d'autres données, des données de phase 1-2. Et là, on a des données qui sont plus intéressantes et plus rassurantes aussi, qui démontrent une efficacité vaccinale après 76%. Sauf que quand on regarde les données de plus près, on voit que très clairement, cette efficacité vaccinale, elle est très différente en fonction que la deuxième dose est faite à moins de 6 semaines, avec une efficacité vaccinale post-deuxième dose, toujours dans un schéma standard, hein, 2 doses standard, de 55%, alors que si on va espacer la deuxième dose à plus de 12 semaines, donc 3 mois, on a une efficacité vaccinale qui est de l'ordre de 80%. Donc très clairement, avec ce vaccin-là, et pour des raisons qui ne sont pour l'instant pas très élucidées, le fait d'espacer les doses dans le temps permet réellement, en tout cas c'est les données qui sont fournies, de pouvoir augmenter l'efficacité vaccinale. Et ces données-là ont été publiées dans le Lancet, donc ont été reviewées par des pairs. La problématique de se dire je fais la deuxième, est-ce qu'on ne perd pas d'efficacité à attendre finalement? Est-ce qu'on ne va pas avoir un risque d'infection? Et ce qui est démontré dans ce travail-là qui était présent dans le préprint et qui est en supplementary data dans le Lancet, c'est que finalement on garde une efficacité vaccinale post-première dose qui est aux alentours de 70-78%. Et que par contre, voilà, un petit peu après, on est un petit peu moins. Donc, en tout cas, jusqu'à, on va dire, 80 efficacité vaccinale. Et on arrive avec la deuxième dose qui vient compléter cette efficacité vaccinale. Et ça explique que la HAS recommande de faire la deuxième injection entre 9 et 12 semaines et pas avant. Alors, la problématique de l'impact de cette vaccination sur les infections asymptomatiques, c'est-à-dire les gens qui vont avoir aucun symptôme, mais qui vont avoir du virus au niveau nasopharyngé et qui pourraient du coup contaminer leur entourage, eh ben, c'est un vrai souci parce que dans ces données, on a des données qui ne sont pas non plus très intéressantes, surtout quand parce qu'ils nous ont refait le coup de je veux vous mettre des données
2 doses pleines versus 2 doses pleines et un peu aussi de une demi-dose et une dose pleine, on voit que finalement, on a des intervalles de confiance qui finalement sont très très larges et qui croisent le 1. Et donc, on n'a pas de différence significative et pas une efficacité très importante. Alors, en effet, quand on va vers la deuxième dose à plus de 12 semaines, si on y mélange les demi-doses, on a l'air d'avoir quand même une réduction des formes asymptomatiques. Donc, ces données nécessitent d'être consolidées parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair. Par contre, il y a des données qui, cette fois-ci, sont en préprint, hein, qui n'ont pas été encore publiées ni reviewées, mais qui semblent intéressantes et qui semblent démontrer que finalement, un petit peu comme tout à l'heure, Amandine vous l'a montré avec les vaccins ARN, que à la fois quand les gens font des formes virales ici chez les vaccinés par rapport au contrôle qui sont plus élevés, donc on sait que quand les CT sont plus élevés, donc des charges virales qui sont plus basses, du coup, on peut imaginer que dans la transmission, le fait d'avoir moins de virus en quantité, ça va diminuer la transmission. Et puis, de la même façon, parmi les gens qui sont symptomatiques et qui seront symptomatiques, ben, très clairement, ceux qui sont un échec du vaccin, ils font quand même la Covid, mais on peut voir du coup ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, on peut voir ici que finalement, le temps pendant lequel les gens vont avoir du virus au niveau nasopharyngé est plus court chez les gens qui font une Covid et qui ont été vaccinés auparavant versus ceux qui font une Covid et qui n'ont pas été vaccinés. Donc vraisemblablement quand même un impact de ce vaccin AstraZeneca sur le risque de transmission, au-delà bien entendu sur l'infection symptomatique. Alors, la problématique de l'efficacité de ce vaccin sur les variants et notamment sur le variant sud-africain. Alors, je ne vous apprends rien parce que ça a fait les gros titres des journaux. En effet, alors qu'ils étaient en cours d'études, en cours d'essais cliniques, il a été démontré, donc ça c'est pareil, c'est du préprint, hein, mais avec des données qui sont très solides, parmi des patients qui ont été placés ou qui ont en Afrique du Sud, à une période où le variant sud-africain s'était mis à circuler, ils ont obtenu des efficacités vaccinales qui sont, j'aurais tendance à dire minables, hein, c'est-à-dire que vous voyez qu'on est à moins de 10% d'efficacité vaccinale, et donc ça pose souci. Alors bien sûr, on peut dire, bah oui, en effet, avec ces données-là, pour l'instant, le vaccin AstraZeneca ne protège pas d'une infection à variant sud-africain, ou en tout cas. Et donc, ça explique certaines décisions de l'Afrique du Sud. C'est normal. Alors, pour l'instant, qui vient pour l'instant, en France, on n'est pas dans une situation où le variant sud-africain est celui qui circule le plus. Donc, encore une fois, en attendant, peut-être qu'être vacciné avec un vaccin AstraZeneca, ça protège des autres variants et du coup, ça protège quand même de l'infection et de l'hospitalisation. Ce qui interroge quand même dans cette étude-là, c'est que juste avant, pour que l'efficacité soit meilleure, il faut espacer les doses. Là, dans cette étude-là, ils avaient des doses qui étaient faites très précocement, puisque la deuxième dose était faite entre 21 et 35 jours. Donc finalement, certes, c'est un gros warning, et on ne peut pas dire j'ai rien vu, c'est pas grave, ça marche quand même. Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais d'une part, c'est des études avec des vraies infections, des vrais individus, contrairement aux études faites avec les vaccins les vaccins et Pfizer. Mais voilà, il y a des choses qu'il va falloir voir un peu plus tard et il faut être vigilant, mais il ne faut pas non plus complètement dire que c'est un vaccin qui ne marche pas du tout parce que ce n'est pas vrai. Si on s'intéresse cette fois-ci au variant qui lui est beaucoup plus fréquent, et notamment en France, hein, déjà beaucoup plus fréquent, le fameux variant dit anglais, puisque décrit initialement en Angleterre, et bien là, on est quand même plutôt rassuré, puisque pareil, ils se sont mis là aussi hein, dans une situation d'essai clinique, vraies infections avec des vrais bonhommes et des vrais virus.
Et on voit qu'on a une efficacité vaccinale avec le variant anglais, hein, le B117. On dirait presque un agent secret de Sa Majesté. On a une efficacité vaccinale qui est de l'ordre de 75%, et avec les autres variants de l'ordre de 80%. Donc, grosso modo, il n'y a pas une différence très significative. Il y a peut-être un petit peu moins d'efficacité, mais en tout cas, ça marche sur le variant anglais. Alors, enfin, cette publication, elle a dû sortir aujourd'hui ou hier. Donc, je peux enfin vous montrer des données de vraie vie avec AstraZeneca, puisqu'elles manquaient jusqu'à présent. Ça, c'est des données qui sont des données écossaises. Et en Écosse, ils ont vacciné avec le vaccin Pfizer en bleu et ils ont vacciné avec le vaccin AstraZeneca. Et ils ont vacciné, comme vous pouvez le voir, des gens très âgés hein, avec le vaccin AstraZeneca, comme d'ailleurs l'ont fait les Anglais. Hein. Et donc, on a des données d'efficacité quant à l'hospitalisation, c'est-à-dire empêche ou pas l'hospitalisation pour Covid. Et ces données-là sont, je vous assure, extrêmement rassurantes. Et ça, c'est assez intéressant. C'est qu'avec le vaccin AstraZeneca, et alors, il n'y a pas de tableau, mais c'est écrit dans le texte, y compris chez des sujets âgés, ils ont en gros la même efficacité avec Pfizer qu'avec AstraZeneca, même chez les sujets de plus de 80 ans. Et on peut voir qu'à partir du moment où on est à plus de 7 jours, on a une efficacité vaccinale pour empêcher l'hospitalisation qui est de l'ordre de 70% initialement et qui va ensuite monter jusqu'à plus de 80%. Donc une efficacité vaccinale avec ce vaccin pour réduire l'hospitalisation qui est très importante. Donc encore une fois, l'objectif c'est vraiment de réduire aussi les Covid graves, bien sûr de réduire tous les Covid, etc. Mais ça, c'est des données qui sont très intéressantes et très rassurantes. Et juste pour que vous ayez la comparaison, dans cette publication-là, il montre également l'efficacité du vaccin Pfizer. Et on peut voir que pour une fois, parce que souvent, quand on compare AstraZeneca peut avoir un peu des complexes, là, pour une fois, on voit que l'efficacité pour éviter l'hospitalisation avec Pfizer, dans cette étude-là, qui est une étude carrément d'un pays, hein, d'une population entière, on a aussi une très bonne efficacité, hein, avec une réduction de l'ordre, grosso modo, de 75% en fonction de toutes les dates post-première dose, puisque là, on est à chaque fois qu'après la première dose. Donc ça aussi, ça va peut-être nous faire changer certains schémas vaccinaux, mais en tout cas, voilà. On a une efficacité très intéressante et AstraZeneca et Pfizer, de toute façon, évitent de façon très significative les hospitalisations. Alors, un mot maintenant de la sécurité et notamment des effets secondaires de ce vaccin Shadox, parce que vous n'avez peut-être pas encore été confrontés à ça, mais nous qui avons commencé à vacciner juste après nos soignants, on y a été vite très confrontés. En pratique, ce qui est certain, c'est qu'on savait, mais comme d'ailleurs pour tous les essais vaccinaux Covid et tous les vaccins Covid, que ces vaccins-là étaient associés à une réactogénicité, c'est-à-dire à des effets secondaires à la fois locaux et généraux. Avec le vaccin Shadox, ces effets-là étaient prévus dans, grosso modo, quasiment 50% des cas, avec des signes ici locaux. Et je vous montre dans une de leurs phases de publication de phase 1-2, ils avaient regardé l'impact du paracétamol en prophylactique, c'est-à-dire je prends du paracétamol avant de me faire vacciner et je continue systématiquement. Alors, on peut voir que sur les effets secondaires locaux, on a donc ici, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, voilà, ici sans paracétamol. Ah, attendez. On me souffle dans l'oreillette que je peux faire. Voilà, ici avec paracétamol et ici sans paracétamol pour la douleur, par exemple au point de ponction. Bon, en effet, avec paracétamol, c'est un peu moins fréquent, mais ce n'est pas complètement nul non plus. Vous voyez que pour ce qui est de l'inflammation, éventuellement de la rougeur, c'est pareil. Avec ou sans paracétamol, il n'y a pas une grosse différence. Ici, c'est pour les effets secondaires d'ordre généraux. Hein, la fièvre,
la sensation de fièvre, les maux de tête, la fatigue. Avec paracétamol et sans paracétamol, c'est pas non plus foufou, quoi, hein. Il y en a quand même, y compris avec du paracétamol en systématique et en prophylactique. Et j'ai voulu vous mettre ce travail qui est un travail de revue très intéressant dans Nature Vaccine qui, en 2019, faisait le point justement sur la réactogénicité et sur l'impact éventuellement de prendre du paracétamol en prophylactique. Et il reviewait notamment des travaux qui ont montré que quand on donne du paracétamol avant l'injection et qu'on continue dans les 24 heures qui suivent, eh ben, il y a quand même une réduction de la réponse immunitaire et notamment de la réponse anticorps. Et donc, à mon sens, bien sûr, ces travaux-là n'ont pas été faits pour AstraZeneca, mais vous voyez que certes, ça réduit un peu, mais ce n'est pas non plus complètement foufou, ça annule pas les éventuels effets secondaires, qu'il y a quand même un risque, par analogie à d'autres vaccins, lactique diminue la réponse immunitaire, dont un vaccin dont on déjà dit, on dit éventuellement déjà que c'est peut-être un peu moins efficace entre guillemets que d'autres. Et donc, nous, ce qu'on conseille, puisque ça a été démontré que le paracétamol en thérapeutique, c'est-à-dire quand les gens ont mal ou commencent à avoir de la fièvre, à partir du moment où les signes sont là, n'a par contre pas d'impact négatif sur la réponse immunitaire. Nous, on recommande plutôt de ne pas le donner en prophylactique, mais vraiment en thérapeutique. Si la fièvre s'installe, de le donner en systématique. Donc voilà, en pratique, ça nous semble quelque chose de plus raisonnable. Dans ces données de sécurité, il y avait également un impact de l'injection, c'est-à-dire que lors de la première dose, que ce soit sur des signes locaux ou généraux, il y a plus de réactogénicité que lors de la deuxième dose. Donc, il faut expliquer à la personne qui se fait vacciner que, OK, ils vont un peu déguster sur la première dose, contrairement au vaccin ARN et à Pfizer, où c'est sur la deuxième dose qu'on a l'effet qui se coule. Ce qui peut être rassurant aussi, et notamment pour vous qui allez voir essentiellement de la population générale et donc des sujets un peu plus âgés pour se faire vacciner, c'est que cette réactogénicité était moindre chez les sujets de plus de 50 ans et notamment aussi de plus de 70 ans. Bon, il y avait certes dans les essais pas beaucoup de plus de 70 ans, mais ces données-là sont intéressantes aussi. Et nous, quelque part, est-ce qui a un peu monté en épingle le fait de dire « oh là là », qui donne plein d'effets secondaires, c'est qu'on a vacciné des soignants, des jeunes notamment soignants, et donc du coup, ils ont eu malheureusement cette réactogénicité. Alors à aucun moment j'amoindris cet effet secondaire qui est bien réel, mais voilà, il faut savoir que tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Juste sur les effets secondaires graves qui ont pu être associés à des hospitalisations ou de la mortalité, dans les publications sur justement les différentes phases, pas de différence significative et pas plus d'effets secondaires que le comparateur. Et donc, ces effets indésirables attendus, ils sont quand même fréquents, plus de 1 sur 10 des douleurs, etc. Et puis, pareil pour les effets systémiques, généraux. Vous voyez que dans plus de 10% des cas, les gens vont pouvoir déclarer des frissons. Et en général, c'est bien ça, notamment chez les plus jeunes. C'est le CRPV de Rouen et d'Amiens qui s'occupe du vaccin AstraZeneca. Et donc, à chaque fois qu'on déclare, puisque ça, vous le savez, il va falloir vraiment sur le portail signalement.gouv les effets secondaires. Ceci près que les CRPV, justement, pour la réactogénicité AstraZeneca, on dit que ce qui était dans les 24-48 heures et qui n'avait pas de critères de gravité, n'avait pas besoin d'être forcément déclaré. Mais en tout cas, pour d'autres effets secondaires, il faut absolument déclarer. Et en tout cas, ça a été déclaré pour ces premiers effets, puis sur la première semaine d'utilisation d'AstraZeneca. AstraZeneca a commencé à être utilisé le 6 février. Et ben, vous voyez plus d'une centaine de cas qui ont été déclarés professionnels de santé, puisque ça a été la première cible. Et puis, vous pouvez voir quand même, donc bien sûr, heureusement, pas un certain nombre quand même d'arrêts de travail. Donc ça a été aussi assez marquant,
puisqu'on a vacciné des soignants qui se sont retrouvés en arrêt de travail. Bon, vous savez ce qui se passe à l'hôpital, hein, donc c'est un peu compliqué quand vous avez 3 infirmières d'un même service qui éventuellement ne vont pas travailler. Mais globalement, une évolution tout à fait favorable, avec essentiellement, donc vous le voyez, des troubles généraux décrits site d'injection. L'ensemble de ces effets secondaires étaient rapidement survenus après l'injection du vaccin, en général dans moins de 24 heures. Essentiellement des syndromes pseudo-grippaux, avec parfois des fièvres très élevées, hein, des fièvres à plus de 39-40. Donc ça, il faut prévenir les gens. Et puis, éventuellement, un impact avec cette capacité de travail qui va être amoindrie. Donc là aussi, des choses à déclarer, mais en effet, c'est les cas les plus significatifs qui ont été déclarés. En ce qui concerne l'anaphylaxie, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du polysorbate, à ce jour, le vaccin AstraZeneca dans le monde a été un peu moins utilisé que les vaccins ARN, mais 30 cas d'anaphylaxie pour plus de 3 millions de doses administrées. Donc, on est grosso modo dans ce qu'on était avec les premiers rapports d'anaphylaxie sur les vaccins ARN, 10 cas pour 1 million de doses administrées. Ce qui fait que nous, en attendant éventuellement d'avoir des recommandations un peu différentes de la Société française d'allergologie, on utilise les mêmes règles pour le vaccin AstraZeneca que pour le vaccin Pfizer ou autre. Et donc, tout ça nous conduit aux recommandations HAS qui concernent le vaccin AstraZeneca, qui sont pour l'instant l'utilisation du vaccin chez les sujets à risque du fait de leur âge, entre 50 et 64 ans. Comme je vous ai dit, AstraZeneca n'a quasiment inclus aucun sujet âgé dans ses essais. Donc, c'est difficile aujourd'hui de le promouvoir chez les plus de 65 ans. Vous avez vu les données écossaises. Des données anglaises seront aussi très vite à disposition en vraie vie. Et donc, il semblerait que dans une population de plus de 65 ans, finalement, ce vaccin-là soit aussi efficace. Pour autant, on n'a pas encore du tout ces recommandations. Donc, pour l'instant, les recommandations, c'est chez les moins de 65 ans. Et c'est chez les gens, c'est chez les soignants, donc de tout âge, jusqu'à 65 ans. Et puis également dans les populations plus jeunes, mais avec des comorbidités. Et ça, on y reviendra tout à l'heure sur les indications vaccinales. Alors simplement pour quand même revenir aussi sur ces effets secondaires, très clairement l'effet qu'on a eu avec AstraZeneca, parce que la différence de réactogénicité était aussi observée en termes d'âge avec les vaccins Pfizer. Au départ, on a vacciné en France surtout des sujets âgés. Donc globalement, on avait finalement peu d'effets de type réactogénicité. C'est pour ça qu'on a peut-être des warnings sur les hypertensions, troubles du rythme, parce qu'on est sur une population plus à risque. Et à contrario, brutalement, on a vacciné plein de jeunes soignants avec de l'AstraZeneca qui ont présenté un gros profil de réactogénicité. Simplement, ces données très rassurantes du Royaume-Uni en termes de pharmacovigilance, on est probablement dans les effets secondaires avec une fréquence qui est la même en fait pour le vaccin Pfizer que pour le vaccin AstraZeneca. AstraZeneca en Europe, il n'y a que la France et la Suède qui ont rapporté en gros ce warning de réactogénicité très importante. Donc, ça reste à suivre. Alors, un mot rapidement, parce que c'est quelque chose qui va arriver assez vite, d'un autre vaccin qui lui aussi est un vecteur viral, qui est également un adénovirus, cette fois-ci un adénovirus humain, l'adénovirus 26, qui est un adénovirus pas très fréquent chez l'homme, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on vaccine avec un vecteur viral, le risque, c'est qu'on s'immunise également contre le vecteur, et qu'à terme, cette efficacité sur des réinjections ne soit pas efficace. Donc, ils ont été chercher soit un adénovirus de chimpanzé, où de base, on n'a pas des anticorps auparavant, soit des adénovirus humains, mais pas très fréquents, qui ne circulent pas trop, pour que la personne n'ait pas d'emblée déjà des anticorps qui fassent que l'immunisation ne se fasse pas bien. Donc là, on est sur le vaccin de Janssen, dit Johnson & Johnson aux États-Unis. Donc, ces données-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès le début, Johnson & Johnson ont fait le choix d'étudier 2 stratégies, et c'est très intelligent de leur part. Une stratégie avec une vaccination 1 dose ou une stratégie avec une vaccination 2 doses. Et donc, dès leur phase 1-2, ils se sont mis dans cet état d'esprit
ce qui explique que la randomisation était finalement en 1 pour 1 pour 1 pour 1 pour 1. Je vous passe les détails. Dans cette étude où ils ont inclus plus de 800 volontaires, avec plus de 400 personnes de plus de 65 ans, donc Janssen a aussi fait le choix d'inclure dans ses essais des sujets âgés, et 163 placebos. Ce qu'on peut voir donc sur ces études de phase 1-2 qui étaient de l'immunogénicité et de la safety, c'est qu'il y a une bonne réponse immunitaire d'un point de vue anticorps et également une bonne réponse immunitaire d'un point de vue immunité cellulaire. Et de la même façon que les vaccins ARN ou Janssen, par exemple, vont à la fois stimuler les anticorps, l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Et ça, d'autres vaccins déjà développés pour d'autres maladies ne font pas toujours ça. En termes de sécurité, que ce soit chez les plus âgés ou les plus jeunes, on avait une réactogénicité qui est ça va grosso modo toujours aux alentours de 30-40%. Donc, c'est des vaccins, là aussi, quels qu'ils soient, qui peuvent avoir des effets secondaires. Cette réactogénicité était moins importante chez les plus de 65 ans et elle était, là aussi, comme pour Shadox, moindre après la deuxième dose. On a aujourd'hui des données qui ne sont pas encore publiées, qui sont disponibles sur le site de Johnson & Johnson et qui, cet après-midi, quasiment, sont disponibles depuis quelques heures sur le site de la FDA. Phase 3, avec une efficacité de ce vaccin de l'ordre de 66%, donc des données qui ressemblent un peu à celles de Shadox, et qui varient en fonction des pays, et notamment une efficacité vaccinale de l'ordre de 57% en Afrique du Sud, où, je vous rappelle, circule le variant sud-africain. Je crois que c'est 85 à 90% des volontaires qui étaient, d'infections qui étaient liées au variant sud-africain dans l'étude. Donc, c'est vraiment intéressant, cette efficacité sur le variant sud-africain. Vraisemblablement, une efficacité variant, mais contrairement à Shadox, quand même, une efficacité vaccinale sur ce variant-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils annoncent une efficacité sur les formes graves de l'ordre de 85%. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Sachant que forme grave, ça débute dès l'hospitalisation. C'est pas forcément la réanimation. Ces données de protection étaient consistantes et étaient également observées chez les sujets de plus de 60 ans. On va y revenir. Et notamment variant sud-africain. Et on nous donne même les données démographiques, je vais passer là-dessus, mais vous voyez qu'ils ont été chercher quand même des patients comorbides. Leur étude de phase 3, ce n'est pas une étude toute jolie avec que des patients en bonne santé. Ils ont été chercher des sujets âgés, ils ont été chercher des sujets comorbides. Et la conservation de vaccins, elle est comme celle de Shadox, donc une conservation entre 2 et 8 degrés. C'est un vaccin qui peut se congeler pendant 2 ans à -20, donc ce qui permettra de toute façon aussi de développer la vaccination en ville et dans des territoires peut-être un peu plus reculés. Donc je vous disais qu'ils attendaient l'advisory committee de la FDA pour le 26 et ils ont fait leur demande auprès de l'EMA le 16. Et justement, tout chaud, je vous offre une photographie d'une des données qui est dans le rapport de la FDA qui a été mis en ligne aujourd'hui, où vous voyez cette efficacité qui fait pas vraiment débat, avec une efficacité vaccinale pour les formes modérées à sévères de ce vaccin AstraZeneca. Et à partir de 14 jours, enfin 12 à 14 jours après la dose de vaccin. Voilà, de ce vaccin, pardon, Janssen. Et en effet, vous voyez que les courbes commencent à se séparer à partir, grosso modo, de 14 jours après la première dose. Alors, le dernier vaccin vecteur viral dont on pourrait parler, mais qui malheureusement pour le moment ne fait pas l'objet d'une demande d'autorisation auprès de l'EMA ou de la FDA, c'est Sputnik, le vaccin russe. Alors, Elisabeth a soulevé tout à l'heure la problématique de dire qu'en utilisant comme vecteur viral un adénovirus humain, même si peu de gens ont été infectés avec, on peut peut-être avoir une immunité préalable. Et donc, l'idée, c'était de se dire que peut-être que si ces vecteurs viraux était un peu moins efficace, c'est qu'on avait une immunité préalable contre le vecteur, contre l'adénovirus, et on répondait un peu moins bien. Donc, assez adroitement,
Gamaleya, la société russe, qui est aussi une structure un peu académique, hein, a développé un schéma en 2 injections avec un vecteur adénovirus 26, donc comme le même vecteur que le vaccin Janssen, et une deuxième dose avec le vecteur AD5. Et ce qu'il y a, c'est que même si on n'a pas d'immunité préalable, le fait d'avoir une première dose, on va s'immuniser un peu contre le vecteur. Et donc, avec la deuxième dose pourrait être moins efficace. Et donc là, c'est ce qu'ils cherchent à faire, en effet, avec ces 2 adénos différents. Ce qui est probablement un peu l'impact aussi de l'intérêt d'augmenter avec Shadox le délai entre les 2 injections. Donc, ils ont tout à fait publié avec les standards de publication habituels l'efficacité dans le Lancet, avec une efficacité à 91,6%, avec des 2 injections à 21 jours d'intervalle. Donc, quel que soit, on va dire aussi, les groupes d'âge en termes de réponse immunitaire, la conservation se fait à -20, mais peut aussi se faire entre 2 et 8 degrés. Ils n'ont pas fait de demande à l'EMA. Là où je trouve le Lancet, la publication dans le Lancet un peu light, c'est que je trouve qu'il rapporte vraiment très peu d'effets secondaires, avec une phrase un peu laconique en disant qu'ils en ont eu très peu, alors que ce n'est pas la peine de faire une figure spécifique. Ils les détaillent un petit peu dans le texte, mais on n'a pas trop de données sur la réactogénicité. Alors ils disent peut-être une publication ultérieure. On va passer, parce que vous commencez peut-être à avoir faim, à la stratégie vaccinale en France notamment, mais pas qu'en France. Alors globalement, la première chose, je pense que pour appuyer toute la stratégie vaccinale, il faut d'abord vacciner les plus à risque de formes graves et de décès. Et donc, vous voyez bien que très clairement, la Covid-19, le gros facteur de risque de décéder, c'est d'être âgé, en particulier donc à partir de l'âge de 60 ans. Il y a vraiment un net sur-risque, on l'observe même dès 50 ans. Et le deuxième facteur de risque, mais là, comme ça représente beaucoup plus de gens, ils ne sont pas encore complètement visés facilement par la stratégie vaccinale, c'est aussi l'obésité, et en particulier lorsqu'on parle d'IMC au-delà de 40, qui est associé à un risque important de décès. Ça, c'est les mêmes choses dans les données européennes d'ISARIC, donc toujours pour vous montrer le poids de l'âge. Simplement aussi, pour tenir compte, pour établir une stratégie vaccinale, il y a certes l'efficacité des vaccins, il y a certes les populations à risque, mais l'idée, c'est d'avoir un impact à grande échelle, et donc les études de modélisation sont intéressantes. Et globalement, cette belle étude qui avait été publiée dans Science, c'était une modélisation en considérant 2 scénarios. Un scénario où le taux de reproduction, donc le nombre de personnes affectées à partir d'un cas index, était de l'ordre de 1,15. Ce qu'on observe quand on n'est pas sous couvre-feu, juste masqué avec un variant classique. Et un scénario 2 avec un R0 aux alentours de 1,5. Globalement, lorsqu'on est dans un contexte de circulation virale classique, il faut vacciner les gens qui s'infectent le plus, mais qui ne sont pas forcément ceux les plus à risque et qui risquent de transmettre. Donc, globalement, il aurait fallu vacciner les 20-60 ans. Par contre, à partir du moment où on a un taux de transmission plus important, pour vraiment avoir un impact sur la réduction de la mortalité, il faut vacciner la population qui est le plus à risque de décéder, et donc les plus de 60 ans. Donc globalement, ici, il y avait eu des recommandations de la HAS au mois de novembre pour prioriser, puis finalement une stratégie gouvernementale qui a un peu changé. Donc la phase 1 était initialement sur les patients résidents en EHPAD. Ensuite, les professionnels ont un peu manifesté, donc sont arrivés à ce moment-là, en particulier lorsqu'ils présentaient un risque élevé, un âge supérieur à 50 ans. Et puis, les personnes en situation de handicap dans les foyers. L'objectif en mars, c'est, et en fait finalement un peu avant mars, c'est de voir arriver les personnes âgées de 65 à 74 ans et les autres tranches de la population, sachant qu'en fait l'arrivée du vaccin AstraZeneca a un peu troublé le jeu, puisque on a dit qu'on ne le recommandait pas chez les plus de 65 ans. Donc finalement, aujourd'hui, la population qui est un petit peu, on va dire, borderline, c'est nos patients 65-74 ans. Oui, parce qu'ils ne sont pas éligibles à la vaccination AstraZeneca, parce que plus de 65 ans, et ils ne sont pas encore, parce qu'il n'y a pas encore assez de vaccins, éligibles à la vaccination ARN messager, vaccin ARN messager, sauf s'ils ont certaines comorbidités. Et nous, on est confrontés, et vous aussi, je pense, à beaucoup de patients qui trépignent, et malheureusement, on peut pour l'instant pas leur proposer grand-chose. Alors pour résumer, parce que avec l'arrivée d'AstraZeneca, comment ça se passe?
Donc, au jour d'aujourd'hui, hein, vraiment, ce qu'on pourrait, c'est les professionnels de santé de moins de 65 ans, les aides à domicile de moins de 65 ans, sapeurs-pompiers, personnels des établissements médico-sociaux, plutôt sur la filière vaccin AstraZeneca. Les plus de 75 ans sont éligibles à la vaccination avec un vaccin ARN messager Pfizer-BioNTech ou Moderna en fonction des approvisionnements des centres de vaccination dans lesquels ils se rendent. Les personnes en situation de handicap au-delà de moins de 65 ans qui vivent en établissement, hein, c'est-à-dire pas ceux qui sont tout seuls chez eux, c'est AstraZeneca. Et il y a une liste de pathologies à très haut risque qui permet de recommander le vaccin Pfizer, BioNTech et Moderna. Elle est accessible sur le lien que je vous ai donné, sachant que c'est déjà la deuxième version et qu'on ne nous prévient pas toujours quand elle change. Et ça, c'est un vrai bonheur, c'est-à-dire qu'on apprend un peu par la bande que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sous anti-TNF peuvent être vaccinées avec un vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna. Par contre, la polyarthrite rhumatoïde sous anti-TNF, elle ne fait pas partie de la liste. Donc là, il faut partir sur une autre stratégie vaccinale. Les patients avec des chimiothérapies en cours, l'insuffisance rénale chronique de stade 4 et dialysée et transplantés d'organes ou de cellules souches hématopoïétiques, et les gens qui ont, quand on est polypathologique, il faut vraiment bien l'être. On parle de 2 insuffisances d'organes, donc ça veut dire une insuffisance rénale avérée et une insuffisance cardiaque avérée. Donc c'est très souvent, on a vu beaucoup de gens arriver avec les certificats ou des belles lettres des médecins nous expliquant que les patients étaient très gentils et avaient plein d'antécédents, mais malheureusement, ils ne rentraient pas dans les clous, donc on a dû les éconduire. Ceux-là, par contre, s'ils ont moins de 65 ans, c'est ceux justement que vous allez pouvoir vacciner. Parce qu'en effet, c'est cette tranche d'âge-là qui va bénéficier de la vaccination AstraZeneca. Sachant qu'effectivement, là, vraiment, il faut aller à fond sur les patients obèses et les patients qui, effectivement, ont des facteurs de risque, comme certaines cardiopathies et compagnie. Donc là, il faut vraiment essayer de les vacciner. Alors, la vaccination en chiffres, les données donc, du point épidémiaux de Santé publique France, donc globalement, près de 3 millions de doses de vaccin Pfizer ont été administrées en France. Donc 2 millions de personnes avec une première dose et AstraZeneca, on était à 70 000. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de signal de sécurité pour Moderna. On a vacciné 127 000 personnes, enfin même pas 120 000 personnes avec le vaccin Moderna. Ce qui est très intéressant et ce qui peut expliquer un petit peu l'impact qu'on a vu tout à l'heure sur les décès en EHPAD, c'est que 75% des résidents d'EHPAD ont déjà reçu une dose de vaccin et 2 doses 35%. Ce qui nous inquiète un peu plus, mais qui est aussi examiné dans ce point épidémiologique de Santé publique France en date du 18 février, c'est que les soignants en EHPAD, qui eux étaient tout à fait éligibles à la vaccination au même titre que les résidents, donc avec la même stratégie vaccinale, la couverture une dose n'était que de 34% et de 2 doses de 14,8%. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de renforcer la couverture vaccinale des soignants en EHPAD. Alors, si vous voulez savoir jour après jour combien de personnes sont vaccinées dans le monde ou pays par pays, n'hésitez pas à suivre ce lien. On peut voir aujourd'hui qu'on a, alors j'ai pas fait le compte parce que maintenant il y en a trop, donc il y a en tout cas plus de 200 millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde. Et sur ce graphique-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on vous a donné notamment des données en vraie vie, à la fois d'Israël et par exemple des États-Unis ou d'Angleterre, c'est tout simplement parce que dans ces pays-là, vous voyez qu'il y a par exemple en Israël plus de 80% de leur population qui ont été vaccinés, tous âges confondus. Israël a eu une politique vaccinale bien particulière et du coup, on est en France bien plus bas que ça, puisque grosso modo, on a de l'ordre de 5% seulement de notre population qui est vaccinée. Alors ça, très rapidement, pour vous expliquer un petit peu, on a cette problématique en France du délai d'approvisionnement des différents vaccins. On voit que la situation va quand même bien se décanter au mois de mars avec plus de 10 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna au total. Donc, on aura probablement des capacités de vaccination qui, là, dans les semaines à venir, vont augmenter. Puis l'arrivée du vaccin AstraZeneca, même si, comme vous avez pu le voir dans la presse, on va dire qu'ils vont nous livrer un peu moins de doses que prévu. Et effectivement, on comptait pour le deuxième semestre sur 45 millions de doses du vaccin Sanofi qu'on ne verra pas arriver. Néanmoins, il y a quand même une bonne marge pour qu'on puisse vacciner une grosse partie de la population. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire qu'on ne verra pas arriver le vaccin Sanofi, mais en tout cas, les vaccins, puisque vous savez qu'ils ont aussi changé de stratégie,
arriveront, mais en tout cas bien plus tard. Et en effet, la France, forcément, comptait sur ce laboratoire français et ça va être un peu plus long que précis. Alors, il y a un certain nombre de questions en suspens. On va passer rapidement parce qu'on est un peu bavarde. La question de quid de la vaccination après un Covid. Alors, il faut savoir que on a maintenant, et depuis, puisque les premières personnes infectées par la Covid-19 l'ont été grosso modo probablement en octobre-novembre, on ne les a pas toutes suivies, mais en tout cas, on sait que cette infection est capable de donner à la fois une immunité humorale avec des anticorps et notamment des anticorps neutralisants, et également est responsable d'une immunité cellulaire, donc d'une immunité mémoire. Ce qui explique que quelqu'un qui a fait un Covid, vous pouvez lui faire une sérologie. Cette sérologie sera peut-être négative, mais pour autant, peut-être qu'il aura encore une mémoire immunitaire de par cette immunité cellulaire. Et à l'inverse, ça explique aussi que parfois, il y a des gens qui ont des anticorps, mais tous les anticorps ne sont pas neutralisants. Et donc, finalement, ça explique que la sérologie, elle n'a pas un grand intérêt en soi. Par contre, ce qu'on sait, et notamment grâce aux soignants qui un peu partout ont été suivis en large et en travers, c'est que finalement, jusqu'à 6 mois, même 8 mois, il y a une persistance de l'immunité, et qu'elle soit d'un point de vue cellulaire ou d'un point de vue notamment humoral, avec encore des anticorps qui neutralisent. Et puis, cette étude très élégante du New England qui s'est intéressée au risque de réinfection, parce que vous me direz, c'est peut-être bien beau d'avoir des anticorps, mais est-ce qu'on est encore protégé, a montré que de façon significative, les gens qui avaient une sérologie positive étaient nettement moins à risque de réinfection que ceux qui n'étaient pas immunisés préalablement. Il y a des données Qatari également qui montrent que le risque de réinfection est extrêmement faible, en sachant qu'on est sur des populations jeunes, hein, un petit peu comme les soignants, et que vous voyez ici, grosso modo, jusqu'à 6 mois, le risque de réinfection est très très faible, en sachant que quand on parle de réinfection, le mettre en évidence, c'est compliqué, parce qu'il faut comparer les deux virus pour savoir si on est sur des virus différents ou pas. Simplement, l'une des craintes qu'on pouvait avoir à vacciner des gens qui avaient fait le Covid, c'est un mécanisme physiopathologique qui s'appelle l'antibody dependent enhancement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait des anticorps déjà présents, ça pourrait favoriser la présentation finalement de l'antigène qui est le virus à ces cellules hôtes et augmenter la gravité de l'infection et en particulier de l'inflammation. Alors, il y a peu d'arguments pour penser que pour les coronavirus humains, on puisse effectivement identifier ce mécanisme. Ça avait été décrit, mais essentiellement dans des modèles animaux pour le SARS et le MERS-CoV. Et en tout cas, il faut quand même voir que dans la plupart des études, parce qu'ils ont les sérologies sont faites, on va dire, de manière rétrospective, ont été vaccinés des gens qui étaient séropositifs contre le SARS-CoV-2, environ 4% dans Pfizer et Moderna, probablement plus dans les essais de Janssen parce que le critère avoir fait un Covid n'était pas un critère d'exclusion dans ces essais et qu'a priori, il n'y a pas de signal de sécurité de vacciner des gens qui ont déjà fait un Covid. Et d'ailleurs, je pense que cette diapositive, on va à terme ne plus la mettre parce que c'était une grosse crainte, mais au plus on a vacciné de gens et de gens qui ont déjà fait la Covid, qu'ils le sachent ou pas, plus on voit que finalement cette crainte n'est pas fondée. Alors, l'HAS s'est prononcée pour recommander des choses. Elle a notamment fait appel à la Société de pathologie infectieuse de langue française, n'est-ce pas, Olivier, la SPILF. Et avec Amandine, on a notamment aussi travaillé là-dessus avec tous nos collègues du groupe vaccination. Et on a fait la revue de la littérature très précisément pour essayer de proposer des choses. Alors, l'HAS a été un petit peu plus timorée peut-être que ce qu'on aurait proposé, mais en tout cas, ce qu'elle a recommandé, c'est que chez les personnes immunocompétentes, et ça c'est important, donc chez des gens qui ont un système immunitaire qui est, je dirais, normal, et qui ont fait une infection à SARS-CoV-2, qu'elle soit d'ailleurs symptomatique ou non, hein, c'est-à-dire que juste avoir fait une PCR positive, eh ben, ça compte quand même. On va attendre, on va considérer que ces personnes-là sont protégées pendant, on l'a dit, au moins 3 mois et probablement 6 mois et même peut-être plus, mais bon, pour l'instant, on manque encore un peu de données. Et que donc, comme elles sont protégées et qu'on est dans une situation où il faut essayer de vacciner le plus de monde pour protéger le plus de monde possible, on va pouvoir attendre avant de les vacciner. Et donc, on va attendre un délai qui est au-delà de 3 mois, c'est sûr,
de préférence dans un délai proche de 6 mois. Donc, ça explique que quelqu'un qui a fait la Covid, notamment quelqu'un qui n'a pas de déficit de l'immunité, on va pouvoir lui dire, bah, écoute, tu te vaccineras à 6 mois de ton épisode de Covid-19. Et la question chez quelqu'un qui a fait la Covid, c'est est-ce qu'on fait une dose ou 2 doses? Alors ici, c'est un exemple, mais aujourd'hui, il y a plusieurs publications qui se sont intéressées à ça. Ils ont pris des gens qui avaient fait la Covid, et puis notamment des soignants, ils les ont vaccinés. Et vous pouvez voir ici en jaune que la réponse au vaccin et l'augmentation du taux d'anticorps est beaucoup plus important chez des gens qui avaient déjà fait la Covid et à qui on fait une dose de vaccin que chez des gens qui n'avaient pas fait la Covid et qu'on vaccine. C'est-à-dire que tous vont répondre, mais le niveau d'anticorps chez des gens qui ont déjà fait la Covid est très très élevé et s'approche en fait de le taux d'anticorps qu'on obtient chez quelqu'un qui n'a jamais fait la Covid, à qui on fait une dose, puis 2 doses. Donc finalement, quand on a un antécédent de Covid, finalement c'est comme si on avait eu sa première dose de vaccin, parce qu'on a fait la maladie naturelle, et avec une dose de vaccin, on booste cette immunité et on a l'effet boost qu'on a avec une deuxième injection quand on n'a jamais fait la Covid. Et donc, forcément, la HAS recommande de ne faire qu'une seule dose aux personnes toujours immunocompétentes qui ont fait une infection à SARS-CoV-2, qui a été documentée, et quelle qu'en soit son antériorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait sa Covid au mois de mars, par exemple, l'année dernière, qui est donc maintenant à plus de 6 mois de son infection, on va le vacciner, mais on va le vacciner avec une seule dose. Si on est sur quelqu'un qui a fait une Covid au mois de juillet, on sera aussi à 6 mois, donc on va le vacciner et on fera aussi qu'une seule dose. Donc voilà, on est dans cette stratégie-là. Ça permet d'économiser des doses et en même temps, ça évite aussi de la réactogénicité, puisqu'il y en a quand même dans les vaccins, à des gens qui pour l'instant sont encore protégés. Alors c'est pas grave de vacciner plus tôt, c'est juste que on peut pas trop quoi, parce qu'on n'en a pas trop. Et par contre, quand on est chez des gens qui sont vraiment immunodéprimés, qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs, cette règle-là ne s'applique pas. Et donc, on va à ce moment-là les vacciner plutôt dans un délai de 3 mois et faire le schéma à 2 doses. Rapidement, les situations particulières. Oui, alors juste un petit focus pour les femmes enceintes. Donc, il y a des études chez l'animal qui sont toujours en cours, mais il n'y avait pas beaucoup d'arguments pour penser qu'il y avait de la phétotoxicité des vaccins ARN messagers. Donc là, ce n'est pas les recommandations françaises, ce n'est pas encore clair. Pourtant, le Conseil national des gynécologues obstétriciens recommande fortement la vaccination avec le vaccin ARN messager chez les femmes enceintes, tout simplement parce que la morbidité du Covid est importante. Le risque d'hospitalisation chez une femme de même âge est multiplié par 19 lorsqu'elle est enceinte et le risque de décès par 33 dans une étude américaine. Donc vraiment, ce n'est pas complètement injustifié de se poser la question de vacciner ces femmes enceintes. Mais il n'y a pas encore eu de prise de position à ma connaissance de la HAS. Donc en tout cas, les CDC vaccinent si la patiente appartient à une population à risque d'infection, c'est-à-dire par exemple typiquement la femme enceinte soignante. Considérant aussi le risque pour l'allaitement, les CDC ont aussi dit que la vaccination était réalisable si recommandée. Alors, les Américains ne vaccinent pas particulièrement avec AstraZeneca, ils sont plutôt pour le moment sur les vaccins ARN messagers. Et puis, l'immunodépression, on en a déjà parlé, bien entendu, la vaccination est recommandée. Pour ce qui est de la vaccination avec AstraZeneca chez la femme enceinte et chez la femme allaitante, en fait, pour l'instant, il n'y a clairement pas de recommandation. On est sur un vaccin qui est donc un vecteur viral, mais qui est non réplicatif. Donc, on n'est pas, en tant qu'infectiologue, en tout cas, très inquiète. Pour ce qui est de l'excrétion virale dans le lait, pas non plus. Mais il n'empêche que pour l'instant, il y a besoin d'avoir des données et que par contre, le bébé pourrait éventuellement, par l'excrétion virale, faire un petit adénovirus. Donc ça, c'est quelque chose éventuellement qui l'autre problématique, je pense qu'il faut scinder les deux populations, c'est-à-dire que l'allaitement, voilà, la femme enceinte, ce qui pourrait être ennuyeux en cas de réactogénicité importante avec 40 de température, en particulier à partir du milieu du deuxième trimestre, ce serait quand même qu'éventuellement sur cette poussée fébrile, elle puisse se mettre en accouchement prématuré. Donc vraiment, je pense que la recommandation pour les femmes enceintes, et en tout cas le centre de référence des agents tératogènes, c'est clairement
positionnée en faveur de l'utilisation des vaccins ARN chez la femme enceinte. Un petit mot aussi pour vous dire que on ne va pas non plus forcément vous demander de faire des miracles et d'aller convaincre tous les patients les plus réfractaires à la vaccination. Parce qu'il faut bien comprendre que pour finalement, et surtout avec les données qu'on vous a demandé montrées sur les infections asymptomatiques et donc cet effet-là, qu'on n'aura pas forcément besoin de vacciner 100% de la population pour pouvoir obtenir une immunité de groupe. Le seuil d'immunité collective, en fait, il est non pas lié au vaccin qu'on utilise, il est surtout lié à la maladie et en particulier au taux de reproduction. Et quand on considère le taux de reproduction du SARS-CoV-2, alors ici, c'était une hypothèse, on va dire, avant l'arrivée des nouveaux variants, mais qui était quand même aux alentours de 2,5, sans mesure barrière, on avait besoin d'obtenir une couverture vaccinale de l'ordre de 60%, ce qui est bien différent de ce qu'on observe avec, par exemple, la rougeole pour maintenir l'immunité collective. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a des populations sur lesquelles, en effet, on ne sait pas comment les vaccins sont efficaces, tout simplement parce que ces populations-là, et c'est l'exemple des femmes enceintes, n'ont pas été incluses dans les essais vaccinaux. Donc, du coup, elles ne sont pas incluses dans les essais vaccinaux, donc on n'a pas de données. Donc, des fois, on rechigne à les vacciner. Donc, il y a vraiment beaucoup de plaidoyer dans les essais vaccinaux et les essais cliniques en général, mais ça, c'est des choses que vous avez déjà dû entendre bien plusieurs fois et dans plein de médicaments, d'inclure aussi ces populations à risque. Il faut juste savoir que, par exemple, on a très peu de données sur les greffés, sur les dialysés, parce que même si certains laboratoires ont essayé d'inclure des patients comorbides, vous imaginez bien que pour montrer une efficacité vaccinale, ils ne sont pas partis chez les personnes les plus immunodéprimées. C'est logique, hein. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a des cohortes au niveau national qui se sont montées, et notamment les centres Covirevac, dont je vais vous dire un mot aujourd'hui, vont être finalement là pour prélever les gens avant vaccin, après vaccin, et les surveiller pendant 2 ans et demi pour voir comment va être leur réponse immunitaire. Est-ce qu'ils vont faire des infections malgré les vaccins? Est-ce que ces infections seront moins graves? Et est-ce que dans le temps, cette immunité va perdurer? Donc ça, c'est des choses qui se feront. Donc, Covirevac, vous en avez, je pense, tous entendu parler, hein. C'est un projet qui est coordonné par l'INSERM, qui est une plateforme pour que les gens qui sont volontaires pour participer aux essais vaccinaux s'inscrivent. Elle a débuté en octobre. On a plus de 50 000 volontaires qui sont inscrits sur cette base, ce qui est assez hors norme et à la fois très nouveau pour la France. Et nous, au CHU de Saint-Étienne, on est un des centres qui participe à Covirevac. On a la chance d'avoir un laboratoire d'immunomonitoring avec nous également. Et donc, on inclut à l'heure actuelle des gens qui se sont inscrits sur cette plateforme-là. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit des gens qui vraiment ont voulu, alors plein de profils, et ont voulu vraiment mettre leur pierre à l'édifice et s'impliquer dans cette recherche vaccinale. Alors, on pourrait dire, bah oui, mais c'est bon, là, maintenant, on a déjà plein de vaccins, il n'y a pas besoin de continuer la recherche. Ben, bien entendu, si, mais je pense que vous en êtes convaincus. On a à l'heure actuelle l'essai Janssen, par exemple, avec les 2 injections, puisque la phase 1 avec, la phase avec une seule injection a été faite ailleurs. Et la France, voilà, participe aux essais vaccins. Et puis, par ailleurs, on a aussi besoin de répondre à des questions de réponse vaccinale dans certaines populations. Et on a un autre essai où on vaccine avec le vaccin Moderna. Donc, encore une fois, là, on ne va pas montrer l'efficacité du vaccin, mais on va comparer la réponse immunitaire chez des jeunes versus des plus âgés. Et il y a d'autres essais comme ça qui vont se faire. Donc, encore une fois, il y a besoin, bien entendu, de poursuivre la recherche vaccinale. Et Amandine, on avait dit avec Olivier que ça pouvait être intéressant de faire quand même un point un peu philosophique parce que on se plaint qu'on a des vaccins qui donnent des effets secondaires ou alors on n'arrive pas à avoir des places en centre de vaccination, mais parfois ailleurs c'est beaucoup plus compliqué. Donc, simplement quand même ce petit focus pour vous montrer qu'effectivement, c'est essentiellement les pays riches qui ont un pourcentage de population vaccinée qui est important. Que très clairement, pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, même si aujourd'hui on a vu les premières images de vaccins arrivant, alors je crois que c'est en Ouganda, sous l'égide de l'OMS, mais très clairement un gradient nord-sud et en particulier aux dépens du continent africain, pour lequel on a très peu de données d'ailleurs sur l'épidémie. On a une population souvent jeune, donc probablement moins affectée, mais surtout très peu de données de diagnostic et de suivi épidémiologique.
L'autre chose que je voulais dire aussi, quand même, c'est que vous savez qu'il y a certains pays, notamment en Amérique du Sud, qui ont aussi utilisé des vaccins en population générale, vaccins qui Non n'avaient même validé. pas vraiment été validés par des essais cliniques. Donc ça aussi, ça peut quand même poser question d'un point de vue professionnel de santé. Donc enfin, rapidement, il y a cet édito, enfin cette revue générale sur le fait que c'est essentiel de maintenir un accès global au vaccin Covid. Et c'est pas quelque part les millions de doses, les quelques millions de doses qu'on peut concéder à l'hémisphère sud qui vont entre guillemets poser problème. Il y a vraiment la problématique que le développement et la production, parfois certains pays, à part l'Afrique du Sud qui a été très impliquée dans les essais cliniques, et ben il y a eu peu d'essais finalement dans des pays, on va dire un peu moins riches. La problématique du coût, la problématique de la capacité de déploiement, c'est sûr que d'emmener des congélateurs à moins 80 en Afrique subsaharienne, ça va être compliqué. Et aussi de savoir à quelle population on doit allouer ces vaccins et la nécessité donc, de supporter l'ensemble des pays dans l'implémentation de cette campagne vaccinale. Juste là, un petit overview en fait des problématiques de chacun des vaccins qui sont entre guillemets le coût, le nombre de doses, la capacité de production des différents vaccins et les problématiques de conservation et aussi COVAX, bah, c'est l'alliance internationale pour permettre la diffusion des vaccins dans les pays, on va dire, à ressources limitées. Et on voit bien qu'un grand nombre de vaccins finalement ne font pas partie de cette alliance COVAX. Et donc que l'offre vaccinale et les questions qu'on se pose dans l'hémisphère nord ne sont pas forcément faites pour tout le monde. On vous a laissé des liens utiles, notamment le fameux lien de la SPILF, Olivier, avec une foire aux questions qui est très régulièrement mise à jour, bien entendu, et qui en plus est référencée, et puis d'autres liens également. On tenait à vous remercier pour votre attention parce que je vois que finalement, au bout d'une heure et demie, on a dû perdre au maximum six personnes qui nous écoutent. Et puis, on tenait à remercier l'URPS pharmacien Auvergne-Rhône-Alpes et à remercier Olivier Rosaire avec qui on prend énormément de plaisir à travailler sur toutes ces questions de vaccination. Eh On va, bien, merci. on va du Merci. coup enlever notre diaporama et on va revenir et répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Alors, je ferai peut-être une petite synthèse rapide, comme ça vous me direz si j'ai bien compris tout ce que vous avez raconté. Dans les questions qu'on a eues, il y a eu le sujet sur Covid et vaccination. Euh, Précisément, quand on fait la première injection de Pfizer, si on fait le Covid dans la semaine qui suit, qu'est-ce qu'on fait pour la seconde injection? Alors, si on fait la Covid dans la semaine qui suit la première injection, eh ben, on a fait le Covid. Et donc, hop, on revient dans la catégorie j'ai fait le Covid. Et donc, j'attends 6 mois, pour 3 à 6 mois, hein, pour être précis par rapport à ce que dit l'HAS, pour avoir une nouvelle injection. C'est-à-dire que finalement, cette première injection, elle n'aura pas servi à grand-chose parce que bah, elle n'a pas eu le temps d'agir. Mais par contre, bah, on a fait le Covid, donc on s'est immunisé d'un point de vue naturel. Et donc, on retombe dans la catégorie j'ai fait le Covid, donc on ne réinjecte pas dans les 21 à 28 jours. Ça servirait à rien, ça consommerait une dose et on renvoie la personne à une vaccination plus tard. Parfait. Dans tous ces vaccins, donc on a vu les différences qu'il peut y avoir avec notamment le variant sud-africain, pour lequel, si j'ai bien compris, en fait, toutes les études sont peut-être pas aussi poussées et on pourrait avoir peut-être de bonnes surprises à terme sur ce variant sud-africain, mais en tout cas, on sait qu'il risque d'y avoir d'autres variants. Qu'en est-il de tous ces vaccins dont on a parlé ce soir versus d'autres variants qui arriveraient, on va dire, au deuxième semestre 2021, voire en 2022? Déjà, il y a un premier point, c'est que plus on vaccine vite et le maximum de gens, plus on va réduire de la circulation virale et moins il y aura de nouveaux variants parce que quelque part, le virus n'aura plus le loisir de muter. Ça, c'est un premier point et ça fait partie de l'urgence. Et donc, finalement, peut-être qu'on se pose des questions sur d'éventuels futurs variants. Voilà. Après, effectivement, on ne sait pas encore si des variants vont apparaître, entre guillemets, sous la pression vaccinale. On est encore un peu au stade d'hypothèse. Ça a été aussi dit, par exemple, sur la stratégie de plasma convalescent qu'on utilisait en thérapeutique, les anticorps monoclonaux. Donc, c'est sûr que toutes ces thérapies. Après, ce qui nous met aussi un peu, on va dire, ce qui nous protège quand même, c'est que finalement, l'immunité, elle n'est pas seulement purement humorale, elle est aussi cellulaire. Et dans l'un des papiers qu'Elisabeth vous avait montré sur les infections et l'immunité post-Covid,
il y avait aussi une petite analyse sur des gens qui, alors qu'ils n'avaient pas fait le Covid, parce que c'était des cellules ou du sérum récolté antérieurement, avaient déjà une réponse cellulaire anti-SARS-CoV-2. Donc, il y a très probablement quand même une partie de la population qui, en tout cas, peut peut-être être infectée par le SARS-CoV-2, mais avec des formes peut-être moins symptomatiques parce qu'ils ont déjà cette immunité cellulaire probablement un peu croisée avec d'autres coronavirus. Donc l'immunité cellulaire est quand même un premier rempart et ensuite, plus vite on réduira cette circulation virale, plus on évitera l'arrivée de nouveaux variants. Je crois que personne n'a de boule de cristal et qu'il faut se garder de dire il va arriver ci ou ça. Par contre, je crois que ce qui est très positif, c'est que on a vu qu'en l'espace de moins d'un an, notamment avec la technologie ARN, on a pu développer des vaccins qui marchent et qui sont sûrs. Et avec cette technologie-là, finalement, on peut imaginer, et c'est déjà un peu ce qui est en réflexion, produire des nouveaux vaccins. Il n'y aura peut-être pas forcément besoin de passer par toutes les phases de développement clinique, parce que ça sera un peu comme un vaccin contre la grippe. Chaque année, on ne refait pas 10 phases 3. Et donc, du coup, on pourra quand même répondre. Mais ce que disait Amandine est important, c'est-à-dire qu'au plus vite on vaccine, au moins il y a de circulation virale et au moins on laisse au virus le loisir de faire des variants. Alors c'est bien d'avoir dit qu'on n'avait pas de poule de cristal parce que quand on regarde les médias, souvent on voit des gens qui nous annoncent les choses et qui finalement n'arrivent pas. Donc c'est en ça que j'apprécie toujours votre discours. Concernant les vaccins ARN messagers qui a priori sont un gap technologique sur les vaccins, la grosse contrainte c'est cette conservation à -70, -80 à cause de la protection lipidique qu'on doit mettre autour. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un an, 2 ans, 3 ans, enfin en tout cas à terme, on va trouver une méthode de fabrication de vaccins ARN messagers qui permettra une logistique plus simple, clairement avec un froid moins intense que celui du vaccin Pfizer? Alors, Moderna a déjà cette technologie-là, puisque finalement, il accepte d'être K-20, entre guillemets. Et ce qui est certain, c'est que c'est une vraie question. Donc, moi, je ne doute pas que les technologies puissent être mises en place pour répondre à cette problématique. À l'heure actuelle, est-ce que c'est vraiment ça l'urgence? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est sûr que c'est important de chercher dans ce sens-là. Il faut quand même savoir que l'ARN messager est extrêmement fragile et que du coup, bah, il faut trouver des alternatives du coup à en effet ces nanoparticules lipidiques pour à la fois protéger l'ARN messager parce que s'il arrive et qu'il est plus fonctionnel, enfin qui permet plus d'engendrer la réponse immunitaire, bah voilà, on a des problèmes de conservation, mais c'est une vraie bonne question. Alors, on avait promis de ne pas faire le comparatif entre stratégie vaccinale et politique vaccinale. Vous m'avez dit ça, on n'en parle pas. On va rester sur la stratégie vaccinale. Donc, j'ai appris ma leçon. Là, aujourd'hui, on vaccine donc avec le vaccin Pfizer, Moderna, maintenant Janssen, pour essayer de s'immuniser. Tu as fait un lapsus intéressant, parce que tu as dit maintenant j'enseigne. Donc ça va venir. Mais maintenant c'est AstraZeneca. AstraZeneca, oui. Donc on n'a pas le recul suffisant pour mesurer l'immunité qui tomberait à zéro, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, il va falloir revacciner une population qui aurait perdu son immunité suite à la vaccination. Donc qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui, on va dire en février 2021, avec un recul qui est assez faible? Qu'est-ce qui se dessine? Est-ce qu'on est, comme on l'a entendu, sur une vaccination annuelle ou il y aura vraiment d'autres études qui vont dire bah, peut-être pas dans tous les cas de revacciner tous les ans? Pour le moment, on sait pas trop, quoi. On a le droit de dire qu'on sait, qu'on sait Ah, pas. oui, oui, il y en a tellement qui Et, disent qu'ils savent tout que c'est bien de dire qu'on ne sait pas. et la vaccination annuelle, quand on voit, par exemple, même chez les sujets âgés, qu'il y a 6 mois, il n'y a quasiment pas de variation après un vaccin Moderna, de l'immunogénicité et tout ça, on n'est pas en tout cas sur la réponse immunitaire. 6 mois, c'est peut-être probablement short. La réponse immunitaire post-vaccinale sera probablement plus longue. Après, on ne sait pas non plus de quoi demain sera fait au niveau épidémiologique et effectivement variant et nécessité d'adapter les vaccins aux souches circulantes. Et ensuite aussi, peut-être qu'un des trucs qui est important à dire en particulier aux jeunes qu'on vaccine aujourd'hui avec de l'AstraZeneca et les jeunes soignants et qui ont justement peur des résultats vis-à-vis du variant sud-africain, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis vaccinée avec un vaccin AstraZeneca peut-être modérément efficace sur le vaccin, sur le variant sud-africain, que lorsque éventuellement la situation épidémique en France fera que ça deviendra une priorité de protéger les gens contre ce variant-là, qu'on ne pourra pas être vacciné avec un vaccin ARN messager.
Et probablement que ce qui va se dessiner à terme, c'est des schémas dits un peu mosaïques, c'est-à-dire d'avoir une dose d'un vaccin et puis la dose suivante d'un autre, mais à long terme, quand on en saura plus. Et en particulier, il y avait c'est Astra justement qui essayait de voir avec Sinovac pour s'associer dans un essai avec un schéma avec 2 vaccins différents pour avoir, entre guillemets, un peu comme ce qui est fait avec Sputnik, la possibilité en tout cas de s'affranchir des limites éventuellement de vecteurs viraux ou de choses comme ça sur le plan de la réponse immunitaire. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que quand l'épidémie a commencé, on avait très peur que l'immunité naturelle soit très courte, finalement. Parce que, par analogie aussi avec d'autres coronavirus, c'était des immunités de l'ordre de quelques mois, 3 mois souvent. Et puis finalement, en creusant ça, on s'aperçoit que l'immunité naturelle est déjà longue. Les vaccins actuels engendrent, comme ça a été dit, de l'immunité humorale, de l'immunité cellulaire. Donc, il est possible qu'on ait quand même une bonne surprise sur la durée de l'immunité post-vaccinale. Ça ne sera peut-être pas des dizaines d'années, mais voilà. Par contre, ça c'est valable, comme disait Amandine, si on a des circulations virales avec des virus qui restent relativement stables dans la fameuse zone contre laquelle on produit des anticorps. Et donc, y compris pour l'immunité naturelle, si demain il se met à circuler des virus très très différents, c'est ce qui s'est passé à Manaus. Vous avez peut-être vu que on disait qu'il y avait plus de 60% des gens qui étaient immunisés. Puis finalement, il y a eu beaucoup de cas avec le nouveau variant brésilien. Et ben voilà, cette immunité-là, elle sera peut-être à revoir. Et donc, les stratégies de vaccin et donc les réinjections avec des fréquences différentes seront peut-être nécessaires. Donc aujourd'hui, je crois que clairement, on ne sait pas. Tu vois, on n'a pas de souci à dire qu'on ne sait pas. Je pense qu'il faut ce qui est à la fois passionnant et à la fois presque effrayant, c'est qu'il y a une quantité de données scientifiques qui sortent à une vitesse grand V. Enfin, c'est vraiment du jamais vu. Vous avez vu que tout à l'heure, on essaye d'être le plus up-to-date possible, mais il y a toujours quelques secondes quasiment avant qu'on commence une présentation, il y a un nouveau truc qui sort. Et ça, c'est vrai tout le temps. Donc, il faudra qu'on s'adapte comme on a été capable de s'adapter collectivement depuis le début face à cette pandémie. Et c'est l'intérêt de continuer pas uniquement à suivre des cohortes de gens vaccinés, immunodéprimés ou autres, mais aussi de suivre les cohortes de gens vaccinés effectivement pour savoir ce qu'il en advient aussi. Alors, une question pour vous, en tant qu'infectiologue, qui avez l'expérience des virus, des vaccins, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire d'autres types de maladies qui avaient plusieurs types de vaccins différents à leur disposition? Là, aujourd'hui, on a vu qu'on avait l'ARN messager, vecteur viral, éventuellement du virus atténué, peut-être un jour du protéine recombinant. Est-ce qu'il y a eu d'autres pathologies pour lesquelles on a pu dire, où il a existé, par exemple, un virus atténué et puis un vaccin protéique? Ou est-ce que c'est la première fois qu'on a ce multiplex de types de vaccins pour une seule et même pathologie? Alors, je dirais pas que c'est complètement la première fois parce que je vais prendre comme ça ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple le pneumocoque. Finalement, on a deux types de vaccins. Je pense au Zona, alors pas commercialisé en France, mais il y a différents sur le Zona, il y a au moins 3 types de vaccins différents qui existent, sauf qu'ils ne sont pas tous mis sur le marché au même moment. Mais la problématique n'est pas la même. C'est pas des situations de pandémie, c'est pas des situations finalement où il y a autant de cas, parce que là aussi, le nombre de cas de Covid est faramineux. Donc la problématique n'est pas les mêmes. Donc on est dans une situation qui reste quand même complètement inédite. Et puis, comme on vous l'a montré en début de présentation, quelque part, la rapidité avec laquelle les vaccins sont sortis et sortent les uns derrière les autres comme des petits pains, finalement, c'est complètement inédit. Après, je pense que tant mieux si on a beaucoup de vaccins. Probablement que tous ne resteront pas pendant tout le temps alors on ne sait pas combien de temps ce virus va être là, mais parce que voilà, certains auront des avantages ou des inconvénients qui feront qu'on ne va pas pouvoir les utiliser chez tout le monde, etc. Mais en effet, c'est une situation qui reste quand même inédite. C'est pas à ce niveau-là, je pense que clairement c'est la première fois. Mais c'est très bien. probablement la première pandémie aussi dont on est en capacité de séquencer le génome en quelques semaines. Enfin, moi, ma première réaction lorsque la première conférence pour la mise en place de la vaccination Olivier Véran, c'est de me dire, mais
En fait, heureusement que ça nous est arrivé en 2020, quoi. Enfin, sinon, on ne s'en Oui. serait pas sorti. Et donc, très clairement, cette effusion de plateformes de technologie est quand même liée au contexte actuel de progrès, quoi. Et puis, cette pandémie, comme on avait échangé là-dessus, a vraiment permis, comme tu dis, ce gap. C'est-à-dire que les vaccins ARN, encore une fois, ils sont développés depuis des années. Il y a des essais avec des vaccins ARN déjà en cours. La problématique, c'est que il n'y avait pas eu toutes les conditions réunies pour que ça sorte. Les vecteurs viraux, c'est pareil. Ebola avait déjà permis ces vecteurs viraux. Pour autant, Ebola, même si ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes qu'on vaccine, ça ne fait pas des millions comme aujourd'hui, quoi. Donc, en pratique, on est face à une situation inédite et très Bon, stimulante. on va bientôt conclure parce qu'il est tard. J'ai deux dernières questions, mais Puis il y a des plus. questions dans le chat et dans la Ouais. section QR aussi. Dans le chat, oui, il y avait une question sur les cas contacts. Alors, peut-on être considéré comme cas contact quand on a fait une dose seulement du vaccin, Astra ou Pfizer, et qu'on a été en contact avec une personne positive au Covid? Alors, c'est une très bonne question, mais pour l'instant, il n'y a pas de recommandation en ce sens. Donc, pour l'instant, peut-être aussi parce que les données de transmission, d'une part, étaient un peu manquantes et les données d'efficacité n'étaient pas complètement non plus consolidées en vraie vie. À notre connaissance, il n'y a pas eu encore de recommandations. Il est possible qu'il y ait un certain nombre de recommandations qui soient émises, sauf que ce qui va un peu challenger ça, c'est les fameux variants. Et donc, à une période un peu intermédiaire où il y a beaucoup de variants qui se mettent à circuler, justement, il y a cette problématique d'une efficacité peut-être un tout petit peu moindre, quel que soit d'ailleurs le vaccin. Et donc, on risque pour l'instant encore de ne pas être trop tranchant en disant non, vous êtes vacciné, c'est bon, vous risquez plus rien. Donc, Sachant qu'il y a voilà. aussi un intérêt épidémiologique à dépister les cas contacts vaccinés, entre guillemets, de manière systématique, parce que justement, ça va nous donner les idées en vraie vie d'efficience de cette stratégie vaccinale. Donc, effectivement, on peut comprendre que quand on a été vacciné, c'est un peu frustrant de rester maintenant 10 jours à la maison quand c'est un contact intrafamilial avec les nouveaux variants. Mais ça reste quand même, en tout cas, il n'y a pas eu de recommandation pour l'heure qui vont en sens Oui, inverse. on Et sait il que les faut rappeler recommandations, effectivement, elles ont tendance à évoluer avec l'expérience. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est passé de 7 à 10 jours pour l'isolement, parce que même nous, on a vu en pharmacie avec les tests antigéniques des gens qu'on avait testés très positifs un jour, qui nous ont demandé de se faire retester une semaine après, bien qu'on leur a dit que ça ne servait pas à grand-chose. Et 7 jours plus tard, ils étaient encore légèrement positifs. Donc ça veut dire que voilà, c'est pour ça que cette recommandation est passée. Alors une question un peu plus il faut humoristique. aussi bien quand même se souvenir que toutes les Covid post-vaccinaux et en particulier, a fortiori s'ils surviennent après J7, après la première dose, doivent être déclarés sur le portail de la NSM comme un événement indésirable, comme un échec. Non, mais il faut bien y penser, effectivement, parce qu'en plus, certains, dans les contacts, vont faire des Covid qui seront finalement peu symptomatiques parce qu'ils ont été vaccinés. Donc, entre guillemets, c'est vraiment les contacts. Donc, ceux-là doivent bien être déclarés, même s'ils font une forme qui sera probablement pas aussi symptomatique. Parce qu'on m'envoie aussi des SMS pour poser des questions. Alors, il y avait une question qui était dans les QR qui était peut-on préparer les 10 seringues? Alors, ça, très clairement, moi, s'est posé la question et ensuite conservé au frigo. On s'était posé la question pour le vaccin Pfizer. Globalement, aucun des labos n'a testé en fait la stabilité des différents vaccins dans les seringues, donc en particulier dans les contenants silicone. Donc, en tout cas, c'est pas recommandé et il ne me semble pas qu'il y ait une exception pour le vaccin AstraZeneca. Les choses ne sont pas très claires parce qu'il y a des recommandations, il y a des habitudes qui ont été prises, on ne va pas se mentir, dans certains centres. Nous, on ne le fait pas. En tout cas, c'est prélevé au fur, enfin, c'est vraiment prélevé très court. Mais c'est des choses, je pense, qui seront spécifiées. Et puis, je pense que typiquement, il y aura peut-être, vous allez sans doute recevoir des recommandations plus précises, mais il faut se référer en effet à ce que recommande la NSM. Alors, tu nous as parlé de Covirevac. Est-ce que, donc, pour les gens qui veulent participer à l'expérimentation, est-ce que c'est un moyen plus facile d'avoir des rendez-vous pour se faire vacciner? Non, c'est un moyen plus Parce que bien facile de venir nous évidemment, voir. Non, en pratique, ce qu'il y a, c'est que, alors, ce qui est important, c'est une donnée que je ne vous ai pas donnée, c'est que, par contre, aujourd'hui, maintenant qu'il y a des vaccins efficaces, vacciner contre placebo,
ça n'a de sens que si la personne qu'on inclut dans l'essai n'est pas encore dans les indications vaccinales. Et ça, alors on l'a fait remonter immédiatement et les industriels l'ont compris. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on va inclure dans un essai, on va le vacciner en double aveugle, mais le jour où cette personne devient éligible à la vaccination dans le cadre des recommandations en population générale, on va lever l'aveugle. Et si cette personne est dans le bras placebo, on va lui recommander de se faire vacciner. Ça sera suivi, etc. Donc, il n'y a pas de caractère non éthique à participer aujourd'hui à un essai vaccinal. Que dans le document soumis par Johnson à la FDA pour le vaccin adénovirus qu'on teste actuellement en 2 doses, ils ont très clairement indiqué le nouveau schéma de ce qu'allait devenir l'étude contre placebo une fois qu'ils auraient l'autorisation du vaccin par la FDA. Les patients qui étaient, les volontaires qui étaient dans le bras placebo vont recevoir, pour ceux qui étaient dans le bras placebo, une dose du vaccin et les autres vont recevoir leur deuxième dose qui était d'emblée prévue. Et finalement, cet essai va migrer sur un essai de phase 3 qui va comparer, et c'est une vraie question, l'intérêt d'un schéma 2 doses versus un schéma 1 dose. Et c'est très intelligent de leur part, comme je vous le disais. Bon, alors on va conclure. Donc en résumé, en tout cas, ce qui concerne le vaccin AstraZeneca qui est arrivé depuis 24 heures, on va dire, dans les officines. On l'a eu dans la Loire cet après-midi. Dans d'autres régions, il est arrivé hier. Donc c'est le vaccin qui va faire un peu l'actualité en ville. Donc il y avait effectivement les questions sur les effets secondaires. Donc il n'est pas préconisé de prescrire du paracétamol en préventif de ces effets secondaires. Il faut attendre en gros que ces effets secondaires arrivent pour préconiser le paracétamol, un peu comme on le fait pour les vaccinations des enfants. Que ce vaccin AstraZeneca, aujourd'hui, il a encore des études en cours qui sembleraient montrer qu'il pourrait avoir une efficacité aussi sur les personnes âgées. Et donc, quand on sait qu'en plus, ces personnes âgées ont une réactogénicité plus faible, il peut avoir, en gros, prendre une place plus large dans la stratégie vaccinale du fait qu'il soit plus facilement accessible. Qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas tout sur tous les vaccins, tous les virus qui existent. Et qu'il faut absolument qu'on s'investisse tous pour vacciner au mieux. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de m'avoir vacciné aussi. Et je vous remercie bien évidemment pour toutes ces explications. Je précise qu'il y aura donc un replay de cette conférence de ce soir qui sera disponible, je pense, d'ici 24-48 heures. C'était comme ça la dernière fois, avec peut-être un mot de passe, parce que la dernière fois, il y avait un mot de passe aussi sur le replay. On vous fera passer tout ça. Voilà, donc encore un grand merci pour votre disponibilité. Je précise que vous avez fait ça gracieusement et très gentiment pour tout le monde ce soir, et je suis très touché que vous ayez accepté. Nous, on est très contente d'avoir fait cette présentation parce qu'on est convaincus. Je pense qu'on peut le dire que en tant que pharmacien, vous êtes vraiment une profession qui, dans l'accès à la vaccination, est extrêmement importante. Et je le redis, et sans aucune langue de bois, tu sais, Olivier, qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet-là avec toi. Donc j'espère que voilà que ce webinaire a pu répondre aux questions. On reste à disposition si jamais il y a d'autres questions. Et puis, si vous le souhaitez, dans quelques mois, quand il y aura des actualités, voilà, on pourra revenir. Quand la politique vaccinale aura changé. C'est ça. Oui, alors elle change souvent et sans des fois nous l'annoncer. Donc. Ouais, mais je crois qu'en tant que professionnel de santé, on s'est adapté à ce que tout change à peu près régulièrement, à peu près tous les 10 jours. Ouais, mais quand on nous change la liste des pathologies à risque, on aimerait bien savoir. On ne nous envoie pas le énième DGS urgent de la journée et c'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai qu'on en manque des DGS urgents. C'est vrai. C'est vrai. Bon, merci à tous d'être restés si tard, puisqu'on est restés pratiquement 2 heures tous ensemble, mais c'était extrêmement passionnant et j'ai des SMS et je vois que dans le chat aussi de beaucoup de gens qui vous remercient beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée et bonne continuation et vaccinez bien. Et puis au plaisir de vous revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.